Whispers in the Dark, une invitation au mystère. L'Atlantide n'est pas une histoire comme les autres. Elle parle d'un vaste territoire peuplé de belles cités, d'un peuple intelligent et de rois puissants. On disait qu'il regorgeait de trésors, d'eau pure, de bâtiments étincelants et de paix, un endroit où tout fonctionnait bien. Les habitants étaient heureux et sages. Ils possédaient des navires, des fermes et des temples. Leur ville était construite avec soin, leurs maisons étaient solides et soignées. Tout en Atlantide était riche et débordant de vie. Mais un jour, tout disparut. Le sol trembla, les vagues déferlèrent, la terre disparut sous la mer. Soudain, l'Atlantide fut perdue, personne ne la revit. Les gens, les bâtiments, les lumières, tout disparut dans l'océan. Certains disent que c'était un avertissement, d'autres que c'était un coup de malchance. D'autres encore affirment que cela n'a jamais eu lieu. Mais aujourd'hui encore, personne ne connaît vraiment la vérité. L'histoire de l'Atlantide fut racontée pour la première fois par un homme nommé Platon. Il vivait dans la Grèce antique. C'était un professeur et un penseur célèbre. Un jour, il écrivit à propos d'une grande île qui existait autrefois bien au-delà des mers. Il la décrit comme puissante et riche en savoir. Il dit que ses habitants étaient de grands bâtisseurs et navigateurs. Il dit aussi que ces gens devinrent avides et orgueilleux. Puis vint leur chute. La terre sombra et fut perdue à jamais. Platon disait avoir entendu cette histoire de son grand-père. Son grand-père l'avait apprise d'un voyageur. Ce voyageur l'avait apprise en Égypte. L'histoire est donc peut être plus ancienne que Platon. C'est en partie ce qui la rend si intéressante. On dirait une histoire transmise de génération en génération, comme une longue chaîne de souvenirs. Chaque fois qu'elle était racontée, elle portait le même mystère. Certains croient que l'Atlantide a existé. Ils pensent que c'était un lieu réel, habité par de vraies personnes. Ils ont sillonné les océans, étudié des cartes et plongé au plus profond des mers. Ils espèrent trouver des traces de ce monde perdu. D'autres pensent que ce n'était qu'un conte. Ils affirment que Platon s'en est servi pour enseigner des leçons de vie, de pouvoir et de fierté. Vrai ou faux, l'histoire continue. Il existe des endroits dans le monde où d'étranges formes ont été découvertes sous l'eau. Certaines ressemblent à des routes ou des bâtiments, d'autres à des marches ou des murs. Ces découvertes ont amené les gens à se demander si l'Atlantide n'avait pas laissé des traces. Peut être qu'une partie d'elle est encore là, cachée sous les vagues, attendant d'être découverte. De nombreuses hypothèses circulent quant à l'emplacement de l'Atlantide. Certains la situent près de l'Espagne, d'autres près de la Grèce, d'autres encore près des Bahamas, voire sous la glace. Les hypothèses sont nombreuses, mais personne n'a encore trouvé de preuves certaines. C'est pourquoi le mystère demeure entier. Une grande question sans réponse claire. L'Atlantide nous fait réfléchir à notre propre monde. Et s'il existait il y a longtemps des lieux dotés d'un immense savoir? Et si ces peuples savaient des choses que nous avons oubliées? Et s'ils avaient laissé derrière eux des secrets que nous ignorons encore? Cela fait rêver. Cela éveille notre curiosité. Cela nous donne envie d'approfondir nos recherches. Maintenant, tandis que vous respirez lentement et vous détendez, imaginez-la. Une ville rayonnante au bord de la mer. Des gens marchent, riant, travaillent. Des lumières brillent sur l'eau. Des navires voguant vers des terres lointaines. Et puis, en un instant, tout disparaît. La mer l'emporte. La terre se disloque. Le silence s'installe. C'est là que nous commençons ce soir. Avec une histoire millénaire. Un récit qui refuse d'être oublié. Un lieu qui n'est peut être sur aucune carte, mais qui vit dans de nombreux cœurs. L'Atlantide, perdue mais pas disparue, silencieuse mais jamais silencieuse. Alors écoutez attentivement, le murmure est toujours là, suivons-le ensemble. Au-delà des colonnes d'Héraclès, lorsque Platon a raconté l'histoire de l'Atlantide, il a donné un indice sur son emplacement. Il a dit qu'elle se trouvait au-delà des colonnes d'Héraclès. C'était la seule direction qu'il partageait, mais elle a donné lieu à de nombreuses idées, suppositions et recherches. On a tenté de comprendre exactement ce que cela signifiait. Les colonnes d'Héraclès sont aujourd'hui connues sous le nom de détroit de Gibraltar.
Il s'agit de l'étroite voie navigable entre l'Espagne et le Maroc. Elle relie la mer Méditerranée à l'océan Atlantique. Dans l'Antiquité, elle était considérée comme la limite du monde connu. Pour les Grecs, la mer Méditerranée était familière. Ils la sillonnaient souvent. Mais au-delà des colonnes se trouvait quelque chose de différent. C'était vaste, profond et empreint de mystère. L'océan Atlantique leur semblait infini. On aurait dit un lieu où tout pouvait exister. C'est pourquoi les paroles de Platon suscitaient tant de curiosité. Si l'Atlantide se trouvait au-delà des colonnes, alors être se trouvait-elle là, bas, dans l'Atlantique, attendant d'être découverte? L'idée d'une immense terre de l'autre côté de l'océan était très enthousiasmante. Platon écrivait que l'Atlantide était plus vaste que la Libye et l'Asie réunies. C'est un lieu immense. On commença à se demander si elle pouvait constituer un continent entier. Certains pensaient qu'elle pouvait se trouver au milieu de l'Atlantique. D'autres pensaient qu'elle pouvait se trouver près d'îles comme les Açores ou les Canaries. Ces lieux sont éloignés de la Grèce, mais pas trop éloignés pour qu'on puisse imaginer qu'ils abritent l'Atlantide. Au fil du temps, de plus en plus de personnes tentèrent d'associer les paroles de Platon à des lieux réels. Certains explorateurs pensèrent avoir trouvé la terre perdue. Ils consultèrent des cartes, étudièrent les fonds marins et envoyèrent même des navires à sa recherche. Mais l'Atlantide resta cachée. Pourtant, le lieu, au-delà des colonnes d'Héraclès, continua de montrer la voie. Il redonne espoir à tous ceux qui voulaient croire à la véracité de l'histoire. Certains pensent que l'indice n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Ils affirment que Platon ne parlait peu, être pas de l'océan Atlantique. Il parlait peu, être d'un autre lieu, et les mots ont été mal compris. D'autres affirment qu'il pensait ce qu'il disait, mais que la terre dont il parlait s'est engloutie si profondément qu'on ne peut plus la retrouver. Certains pensent même que l'Atlantide n'est pas un lieu que l'on peut trouver sur des cartes, mais le symbole de quelque chose de perdu, comme la sagesse ou la paix. Malgré toutes ces questions, l'idée des piliers est puissante. Elle rend l'histoire plus réelle. Elle évoque un lieu au-delà de ce que l'on connaissait. Un lieu rempli de merveilles, à la fois grandiose et dangereuse. Elle nous apprend que l'Atlantide ne faisait pas partie du monde ordinaire. Elle se trouvait à l'extérieur, de l'autre côté de la mer, là où les vagues étaient déchaînées et le ciel ouvert. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui contemplent l'océan Atlantique et se demandent « Une chose aussi immense pourrait-elle vraiment disparaître ? Se pourrait-il qu'il y ait quelque chose de caché sous les vagues ?» La science nous a permis d'en apprendre davantage sur l'océan. Nous disposons de machines capables de scanner les fonds marins. Nous disposons de cartes qui montrent ce qui se cache en dessous. Mais malgré toutes ces connaissances, nous n'avons pas encore trouvé de cité semblable à celle décrite par Platon. Pourtant, le mystère demeure. À cause de cet indice unique, au-delà des colonnes d'Héraclès, nous n'avons cessé de nous interroger. Nous avons continué à chercher. Cette simple phrase a guidé les navires, les histoires et les rêves pendant des millénaires. Elle a transformé une courte phrase d'un vieux livre en une légende qui perdure. Alors, quand vous entendez parler de l'Atlantide, rappelez-vous où commence le voyage. Il commence aux confins du monde connu, là où la terre ferme s'arrête et où commence l'océan. Il commence là où se dressent les colonnes d'Héraclès, regardant vers l'inconnu. Et quelque part au-delà de ces eaux, l'histoire de l'Atlantide attend. Peut être introuvable, mais toujours source d'interrogation. La religion des enfants de la mer, il y a bien longtemps avant que l'Atlantide ne soit peuplée de grands bâtiments et de rues resplendissantes, c'était une île paisible. Sur cette île vivait une jeune femme nommée Cléito. Elle était belle et gentille. Un jour, Poséidon, le dieu de la mer, la vit et tomba amoureux. Il voulut la protéger du danger. Il lui construisit donc une demeure spéciale sur une colline au milieu de l'île. Il l'entoura d'anneaux de terre et d'eau afin que personne ne puisse l'atteindre facilement. Ce fut la naissance de la cité d'Atlantide. Cléito et Poséidon eurent 10 fils. Ces fils n'étaient pas des enfants ordinaires. Ils étaient mi-humains, mi-religieux. De ce fait, ils étaient plus forts et plus sages que la plupart. Poséidon leur confia l'île entière.
Il divisa le territoire en 10 parts, et chaque fils en reçut une. Mais l'aîné, Atlas, était le plus puissant. Il régnait sur les 9 autres frères. L'île et l'océan qui l'entouraient furent baptisés en son honneur, l'Atlantide. Chaque frère dirigeait sa propre section de l'île, mais tous suivaient les mêmes lois. Ils promirent d'être justes et bienveillants envers leur peuple. Ils se réunissaient régulièrement au temple de Poséidon. Là, ils prenaient ensemble les grandes décisions. Ils s'asseyaient en cercle, discutaient et votaient. Leur réunion était paisible et emplie de respect. Bien qu'ils fussent dirigeants, ils n'étaient ni fiers ni cupides. Ils savaient que leur pouvoir leur venait de Poséidon et voulaient l'utiliser à bon escient. Le peuple d'Atlantis admirait les 10 rois. Il les considérait comme des protecteurs et des chefs. Les rois ne se disputaient pas. Ils travaillaient ensemble et s'entraidaient. Cela rendait le pays fort et uni. Les gens avaient de la nourriture, un abri et la sécurité. Ils faisaient confiance à leurs dirigeants. Les rois veillaient à ce que chacun respecte les lois. Ces lois étaient inscrites sur un pilier d'orichalque brillant, placé à l'intérieur du temple à la vue de tous. Au centre de tout se trouvait Atlas, le premier roi. Courageux et intelligent, il construisit de grands édifices et contribua à la création de la capitale. Sous son règne, l'Atlantide devint riche et célèbre. Des voyageurs venus d'ailleurs vinrent admirer les merveilles de cette île. Ils y virent ses larges routes, ses hauts murs et ses temples éclatants. Ils y virent un lieu débordant de vie et de joie. Poséidon veillait sur ses enfants et leur peuple. Il leur donna un climat clément, une terre fertile et un esprit fort. Les fils de Poséidon traitèrent la mer avec soin. Ils la remercièrent pour ses bienfaits et vécurent en paix avec la nature. Ils savaient qu'ils avaient la chance de participer à quelque chose d'exceptionnel. Ils travaillèrent dur pour que cela reste ainsi. Pendant de nombreuses années, les 10 rois régnèrent avec sagesse. Ils construisirent des maisons, des fermes et des écoles. Ils commerçaient avec d'autres terres et apprenaient de nouvelles choses. Leurs navires traversèrent les océans, rapportant marchandises et idées. Ils créèrent des œuvres d'art, de la musique et de nouvelles inventions. La vie sur l'île était pleine et heureuse. On aurait dit que rien ne pouvait jamais aller mal. Mais le temps change tout. Au fil des ans, les fils de la religion de la mer vieillirent. Leurs enfants et petits-enfants prirent leur place. Les nouveaux dirigeants ne se souvinrent pas toujours des anciennes coutumes. Ils oublièrent les leçons de leur père. Certains devinrent orgueilleux et égoïstes. Ils aspiraient à plus de terre, plus d'or et plus de pouvoir. Ils commencèrent à se battre et à transgresser les lois. Le lien entre les rois s'affaiblit. Pourtant, au premier temps, les enfants de la religion de la mer apportèrent la lumière à l'Atlantide. Ils transformèrent une île paisible en un royaume radieux. Ils régnèrent avec bienveillance et bienveillance. Leur histoire illustre ce qui peut arriver lorsque l'on dirige avec amour et sagesse. Plus que des dirigeants, ils furent les bâtisseurs d'un rêve. Aujourd'hui, quand on pense à l'Atlantide, on se souvient d'eux, les 10 fils de Poséidon nés d'une religion et d'un mortel. Ils furent les premiers rois, les gardiens d'une terre parfaite. Leurs noms se sont peu, être perdus, mais leur héritage transparaît encore à travers la légende de l'Atlantide. La technologie a des millénaires d'avance. Les Atlantes étaient non seulement bienveillants et sages, mais aussi très en avance sur leur temps. Ils construisirent des choses que les autres peuples du monde antique n'auraient même pas pu imaginer. Leur connaissance était profonde et leurs compétences solides. Ils savaient comment utiliser la nature pour améliorer la vie. Ils trouvèrent des moyens astucieux de construire, de déplacer l'eau et d'utiliser l'énergie. Leur ville n'était pas seulement belle, elle regorgeait d'idées ingénieuses qui simplifiaient le quotidien. L'un des aspects les plus étonnants de l'Atlantide résidait dans la façon dont ils utilisaient l'eau. Des sources chaudes et froides parcouraient la cité. Ces sources servaient au bain, à la boisson et même aux animaux. Ils construisaient des canalisations et des canaux pour acheminer l'eau là où elle était nécessaire. Chaque foyer, riche ou pauvre, disposait d'eau potable. Ils chauffaient même l'eau pour se baigner grâce à la chaleur naturelle de la terre. Cela prouvait qu'ils savaient exploiter la terre sans la dégrader. Leurs bâtiments étaient solides et bien conçus.
Ils utilisaient des pierres rouges, noires et blanches provenant de l'île. Ces pierres étaient non seulement belles, mais aussi durables. Les maisons et les bâtiments publics étaient conçus pour résister au temps et aux intempéries. Certains édifices possédaient de hautes tours, de larges portes et des pièces ouvertes baignées d'une douce lumière. Les temples étaient recouverts de métaux qui brillaient au soleil. La ville entière semblait rayonner. Les Atlantes utilisaient un métal rare appelé orichalque. Personne ne sait aujourd'hui précisément de quoi il s'agissait, mais on disait qu'il brillait comme le feu. Ils l'utilisaient pour décorer les murs, les piliers et les sols. Il servait peu, être à stocker de l'énergie ou à éclairer les bâtiments. Certains pensent qu'il s'agissait d'une source d'énergie. Leur façon d'utiliser l'orichalque laisse penser qu'ils possédaient une connaissance approfondie des matériaux, encore mal comprise aujourd'hui. L'Atlantide possédait également de grands navires. Ces navires étaient grands et robustes. Ils servaient à voyager et à commercer à travers les mers. Leurs quais étaient suffisamment vastes pour accueillir des centaines de navires. Ces navires pouvaient transporter des marchandises, de la nourriture et des personnes vers des destinations lointaines. Ils se déplaçaient rapidement et en toute sécurité, même par mer agitée. Cela permettait aux Atlantes de rester en contact avec d'autres terres et d'apprendre de nouvelles choses. Les rues de la ville étaient larges et lisses. Elles étaient conçues pour accueillir des charrettes et des charrettes. Les routes étaient conçues pour faciliter les déplacements. Certaines étaient même éclairées la nuit grâce à des pierres spéciales ou des matériaux lumineux. Cela permettait aux gens de marcher ou de rouler en toute sécurité après la tombée de la nuit. C'était comme si les habitants avaient leur propre système d'éclairage avant même l'apparition de l'électricité. Au cœur de la ville se trouvaient des espaces ouverts et des jardins. Ils disposaient d'outils pour cultiver des plantes et produire plus de nourriture en moins de temps. Les habitants savaient quand planter et quand cueillir. Ils disposaient de systèmes pour évacuer l'eau vers les champs secs, ce qui facilitait et accélérait l'agriculture. Ils utilisaient intelligemment ce que la terre leur offrait. Ils savaient également construire de solides murailles pour protéger leur ville. Ces murs étaient dotés de tours de garde et de portes qui s'ouvraient et se fermaient avec une grande précision. Les bâtiments à l'intérieur étaient disposés de manière à maintenir la ville fraîche en été et chaude en hiver. Cela montre qu'ils comprenaient le climat et le soleil. Leurs temples étaient ornés de sculptures et de lumière. Les plafonds étaient hauts et les sols lisses. Certains disent que les temples possédaient des pièces secrètes et des passages secrets. Ils y entreposaient peu, être des objets ou des outils spéciaux. Ces bâtiments n'étaient pas seulement des lieux de prière, mais aussi d'apprentissage et de conservation du savoir. Les Atlantes n'utilisaient pas de machines comme nous le faisons aujourd'hui, mais ils ont trouvé d'autres moyens de produire de l'énergie. Certains pensent qu'ils utilisaient des cristaux ou le soleil pour produire de l'énergie. Ils ne gaspillaient pas ce qu'ils avaient. Ils réutilisaient et partageaient ce qu'ils avaient appris. Leurs esprits étaient ouverts et leurs mains habiles. L'Atlantide n'était pas seulement riche en or, elle était aussi riche en idées. Elle regorgeait de gens intelligents qui travaillaient ensemble pour bâtir une vie meilleure. Leur mode de vie nous amène à nous demander ce qu'ils savaient d'autre. Peu, être certains de leurs secrets attendent-ils encore d'être découverts. Le tournant commence, la corruption subtile. Au premier temps de l'Atlantide, la vie était paisible et juste. Le peuple respectait les lois, les rois gouvernaient avec soin. Les familles travaillaient dur, s'entraidaient et honoraient les religions. La terre produisait de la nourriture en abondance, et les cités devenaient fortes et belles. Chacun avait sa place, et chaque chose avait un but. Mais au fil des ans, de petits changements commencèrent à se produire. Discrets au début, presque infimes à remarquer, ils marquèrent le début de quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus sombre. Les habitants de l'Atlantide s'habituèrent au confort. Ils avaient de belles demeures, une nourriture abondante et de nombreux trésors. Peu à peu, ils commencèrent à en vouloir davantage. Ils oublièrent la vie d'autrefois lorsqu'ils étaient simples et gentils. Certains commencèrent à penser qu'ils méritaient plus que d'autres. L'orgueil grandit en eux comme une ombre. Ils aspiraient à être meilleurs, plus riches et plus puissants. Ils cessèrent de partager. Ils se préoccupaient davantage de l'or que de la bonté.
Les rois, autrefois sages et humbles, commencèrent eux aussi à changer. Au début, ils n'étaient qu'un ou deux. Ils commencèrent à se disputer davantage lors de leurs réunions. Ils voulaient agrandir leurs terres, construire des bâtiments plus hauts et des temples plus grands. Ils voulaient que leur nom soit plus célèbre que celui de leur père. Ils commencèrent à apprécier les louanges plus que la paix. Ils portaient des couronnes plus lourdes et parlaient plus fort au temple. Les lois étaient toujours là, inscrites sur le pilier brillant. Mais moins de gens les respectaient. Certains disaient que les règles étaient dépassées et n'avaient plus d'importance. D'autres disaient qu'ils pouvaient les contourner légèrement. Ces petites entorses devinrent vite des habitudes. Les gens n'avaient plus peur de faire le mal. Ils pensaient que personne ne le remarquerait. Mais les religions le remarquent toujours. Les marchés de la ville commencèrent également à changer. Là où autrefois les gens commerçaient loyalement, certains trichaient désormais. Les prix grimpèrent. Les marchandises furent volées sans être payées. Les familles pauvres commencèrent à souffrir, tandis que les familles riches construisaient des maisons plus grandes et les remplissaient de trésors. Le fossé entre riches et pauvres se creusa. Les gens commencèrent à se sentir moins en sécurité, moins connectés. Les temples, autrefois lieux de prière et de paix, devinrent plus silencieux. Moins de gens venaient rendre grâce. Certains venaient simplement pour exhiber leur richesse. Ils portaient des vêtements d'or et offraient de généreux cadeaux, non par amour, mais pour attirer l'attention. Les temples devinrent moins sacrés et ressemblèrent davantage à des salles d'exposition. La musique intérieure changea. Elle ne reflétait plus l'espoir, mais la puissance et la fierté. Les enfants grandissaient en écoutant de nouvelles histoires. Ces histoires ne parlaient ni de bonté ni de vérité. Elles parlaient de gloire et de guerre. On leur enseignait la force, non la douceur. On leur enseignait à prendre, non à donner. Les vieilles chansons s'estompaient. Les nouvelles chants louaient ceux qui gouvernaient, non ceux qui aidaient. Dans les rues, les gens ont commencé à marcher la tête haute, mais sans fierté. C'était la fierté de leurs vêtements, de leur argent, de leur nom. Ils méprisaient ceux qui avaient moins. Les voisins ne partageaient plus leurs repas. Ils fermaient leurs portes à clé. Ils chuchotaient derrière les fenêtres closes. La confiance se brisait peu à peu. Les navires qui transportaient autrefois des cadeaux vers d'autres terres transportaient désormais des armes. Les rois aspiraient à davantage de terres. Ils scrutèrent l'océan et voyaient des territoires qu'ils pouvaient conquérir. Ils oublièrent que l'Atlantide était destinée à la paix et non à la guerre. Ils commencèrent à croire qu'ils ne pourraient être arrêtés, qu'ils étaient trop forts pour tomber. Et ainsi, le changement avait commencé. Il ne s'était pas produit en un jour. Il s'était opéré par petites étapes. Un regard, une pensée, un choix. Peu à peu, la lumière de l'Atlantide commença à faiblir. Les gens ne la virent pas clairement au début. Mais la vérité était là, grandissant tranquillement dans l'ombre. L'âge d'or s'éteignait. Le monde de l'Atlantide commençait à glisser vers quelque chose d'autre, quelque chose de plus froid et de bien plus dangereux. Quand le pouvoir corrompt, de l'utopie à l'empire, l'Atlantide était autrefois une terre paisible, pleine de beauté, de bonté et d'équilibre. Les habitants y vivaient heureux. Les dirigeants prenaient soin de leur peuple. Le peuple les respectait. La terre leur procurait nourriture, la mer commerce, et leur cœur était rempli d'espoir. Mais avec le temps, le pouvoir s'est accru. Et avec le pouvoir est venue la fierté. Les modes de vie simples ont peu à peu disparu. Les Atlantes ont commencé à vouloir plus que ce dont ils avaient besoin. Les rois de l'Atlantide étaient autrefois justes et sages. Ils suivaient les lois de leur père, Poséidon. Ils régnaient avec bienveillance et partageaient les décisions. Mais désormais, ils n'étaient plus seulement des chefs. Ils se considéraient comme des conquérants. Ils commencèrent à se croire supérieurs aux autres. Leurs réunions changèrent. Ils ne parlaient plus de paix ni d'unité. Ils parlaient de guerre, de contrôle et d'expansion de leur empire. Au début, ils envoyèrent des navires vers les terres voisines uniquement pour commercer. Mais plus tard, ces mêmes navires transportèrent des soldats. Les rois voulaient plus de terres, plus de richesses,
et plus de peuples sous leur domination. Ils observaient les nations plus faibles et y voyaient des occasions de devenir plus fortes. Ils croyaient avoir le droit de prendre ce qu'ils voulaient. Leur cœur n'était plus empreint de la sagesse d'antan. Ils étaient habités par la soif de pouvoir. Le peuple suivait ses dirigeants. Nombre d'entre eux croyaient faire partie d'une grande entreprise. Ils acclamaient la conquête de nouvelles terres. Ils célébraient la construction de nouveaux temples. Mais le prix de ce nouveau pouvoir était lourd. La bonté qui régnait autrefois dans leur ville était désormais rare. Les pauvres étaient oubliés. Les faibles étaient mis de côté. Les rues autrefois sûres étaient désormais froides. Les temples de Poséidon, autrefois havres de paix et de tranquillité, devinrent des lieux de fierté. Les rois offraient de somptueux présents, non pour remercier les religions, mais pour afficher leur richesse. Ils portaient des robes doublées d'or et se tenaient devant la foule comme s'ils étaient eux-mêmes des religions. Les lois n'étaient plus respectées. Elles étaient modifiées pour s'adapter aux souhaits des dirigeants. La justice n'était plus égale pour tous. De nouveaux bâtiments s'élevaient sur l'île. Plus hauts et plus larges que jamais, ils n'étaient pas destinés à aider les habitants. Ils étaient construits pour afficher leur pouvoir. Les murs étaient recouverts d'or. Des statues de rois se dressaient à chaque coin de rue. Les habitants observaient et applaudissaient, mais au fond d'eux-mêmes, beaucoup sentaient que quelque chose n'allait pas. La joie qui emplissait autrefois le pays s'estompait. La guerre devint monnaie courante. L'armée d'Atlantis s'agrandit. Les soldats s'entraînaient jour et nuit. Les armes furent fabriquées en grande quantité. Les navires furent construits non pour le commerce, mais pour le combat. D'autres terres redoutaient le nom d'Atlantis. Ce qui était autrefois un brillant exemple de paix était devenu une force semant la peur. Des voix sages tentèrent de s'exprimer. Elles avertirent les rois que la voie du pouvoir était périlleuse. Elles évoquèrent les anciennes coutumes. Elles rappelèrent à tous l'époque où l'Atlantide était pleine de bonté et d'équilibre. Mais leurs paroles ne furent pas entendues. Les rois se croyaient trop forts pour échouer. Ils croyaient que leur empire durerait éternellement. Même la nature commença à ressentir le changement. La terre autrefois si généreuse commença à décliner. Le temps devint étrange. Les animaux étaient plus difficiles à trouver. La mer, autrefois source de bienfaits, apportait désormais ses tempêtes. Mais les dirigeants ne les écoutèrent pas. Trop occupés à compter leur or et à planifier leur prochaine conquête, ils étaient débordés. L'Atlantide avait changé. La lumière de l'âge d'or avait disparu. Il ne restait qu'un empire fier et puissant. Mais intérieurement, il était faible. Le cœur de l'Atlantide, autrefois empli d'amour et de paix, battait désormais d'avidité et d'orgueil. Ce qui faisait sa force l'avait transformé en quelque chose d'autre. Et au plus profond des vagues, la mer observait en silence, attendant le moment où l'équilibre reviendrait. Un jour et une nuit terribles. Le ciel était gris ce matin-là. L'air était lourd, comme s'il retenait son souffle. Les gens arpentaient les rues d'Atlantis sans leur sourire habituel. Le vent était plus fort qu'avant, poussant les portes et faisant trembler les fenêtres. La mer, autrefois calme et brillante, était devenue sombre. Les vagues s'écrasaient plus violemment sur le rivage. Les oiseaux volaient selon des trajectoires étranges, comme s'ils cherchaient à s'échapper. Quelque chose n'allait pas, et tout le monde le sentait. Ce jour-là commença comme aucun autre, mais personne ne savait que ce serait aussi le dernier. Au milieu de la matinée, le sol trembla dans un bruit profond et furieux. C'était plus fort que le tonnerre, plus fort que tout ce qu'ils avaient jamais connu. Les bâtiments commencèrent à se fissurer, les statues tombèrent, les murs se fendirent. Les gens hurlèrent et coururent dans les rues. Ils levèrent les yeux au ciel et virent des nuages épais et sombres s'amonceler, tourbillonnant comme de la fumée. Puis le feu éclata. Des montagnes, une lumière rouge vif jaillit dans le ciel. La lave dévala les collines. Une pluie de cendres s'abattit sur le ciel. L'air devint brûlant et difficile à respirer. Les arbres prirent feu. Les toits brûlèrent. La fumée couvrit le soleil. Le monde changeait rapidement. Les gens essayaient de s'entraider, mais il n'y avait nulle part où aller. La terre trembla de nouveau, plus fort encore qu'avant. La ville gémit sous le poids de sa propre chute.
Le soir venu, la mer commença à monter, d'abord lentement, puis à grande vitesse. Des vagues plus hautes que des bâtiments s'écrasèrent sur le rivage. L'eau se précipita dans les rues, emportant pierres, bois et même des gens. Les canaux débordèrent, des bateaux chavirèrent et coulèrent, des temples furent engloutis, des incendies furent emportés, mais l'eau n'apporta pas la paix. Elle arriva avec force et peur. Les familles se serraient les unes contre les autres, s'appelant par leur nom, priant pour leur sécurité. Mais la ville n'avait plus aucun refuge. Le territoire lui-même se désintégrait. Les routes disparaissaient, les tours s'inclinaient et s'écroulaient, les murs d'Orichalque étincelants s'estompaient sous la mer sombre, les lumières s'éteignirent, une à une. La cité dorée commença à sombrer. Morceau par morceau, l'Atlantide était emportée par le courant. À la tombée de la nuit, la pluie s'abattit. Froide et âcre, elle tombait à torrents. Le tonnerre grondait dans le ciel. Les éclairs illuminaient l'océan, dévoilant des vagues aussi hautes que des montagnes. Le vent hurlait dans les salles vides des temples en ruine. Les religions avaient parlé et le monde écoutait. L'Atlantide, autrefois pleine de vie et de puissance, était en train de se noyer. Certains tentèrent de s'échapper. Ils coururent vers les collines, escaladèrent les hauteurs et gardèrent espoir. Mais les collines s'effondrèrent et le sol s'ouvrit sous leurs pieds. La mer fut impitoyable. Elle emporta tout. Maisons, souvenirs, trésors, tout disparut. Les voix des habitants se perdirent dans la tempête. Seul subsistait le bruit de l'eau qui ruisselait et de la terre qui craquelait. Cette nuit fut longue, pleine de bruit et de peur. C'était la nuit des fins. Au matin, il ne restait plus rien. Le soleil se leva sur une mer vide. L'endroit où se tenait l'Atlantide était désormais silencieux. Plus de tours, plus d'habitants, plus de lumière. Juste de l'eau profonde et infinie. La terre avait disparu, ensevelie à jamais sous les vagues. Le jour et la nuit terrible étaient passés, mais le souvenir demeurait. La mer gardait le secret, les vents portaient des murmures. Et le monde d'en haut continuait sa route sans jamais connaître la vérité. Seule l'histoire subsistait, transmise à travers le temps. L'histoire d'une grande cité, pleine de beauté et de puissance, détruite en un seul jour et une seule nuit. Aujourd'hui, quand les gens parlent de l'Atlantide, ils se souviennent de ce jour final. Le feu, l'eau, les cris. Ils se souviennent de la rapidité avec laquelle la grandeur peut s'effondrer. Ils se souviennent que même le plus fort peut être perdu. Et ils se demandent si, quelque part au fond de l'océan, l'Atlantide dort encore, attendant en silence, sous les vagues qui l'ont autrefois emporté. Survivants et graines. L'Atlantide a-t-elle résonné? Après la chute de l'Atlantide, la mer redevint calme. Les incendies cessèrent de brûler et la terre cessa de trembler. Le ciel devint bleu et les vents s'apaisèrent. Mais là où se dressait autrefois la grande cité, il n'y avait plus que l'eau. Les tours avaient disparu, les temples avaient disparu, les rues et les jardins avaient disparu, l'Atlantide avait disparu. Beaucoup croyaient que tout était perdu à jamais, mais certains se demandaient s'il y avait des survivants. Quelqu'un aurait-il pu échapper à ce jour et à cette nuit épouvantable? Certains récits racontent que quelques personnes ont survécu. Ce sont celles qui avaient pressenti le danger. Elles en avaient vu les signes. Elles vivaient loin du centre-ville, près des montagnes, ou dans des vallées paisibles. Quand la terre a commencé à trembler, elles ont couru. Quand la mer a commencé à monter, elles ont escaladé. Ces quelques personnes, courageuses et chanceuses, ont peu être réussi à s'échapper avant la dernière vague. On raconte que ces survivants n'ont rien emporté avec eux, si ce n'est leurs souvenirs. Ils ont laissé derrière eux de l'or, des maisons et des temples. Ils n'ont emporté que ce qu'ils pouvaient tenir dans leurs mains. Certains ont peu être trouvés de petites embarcations. D'autres ont marché pendant des jours. Ils ont cherché de nouvelles terres où se sentir en sécurité. Ces gens, autrefois membres d'un puissant empire, sont devenus des vagabonds. Ils ont dû repartir de zéro. En chemin, ils racontaient leur histoire. Ils parlaient de la cité scintillante sous la mer. Ils parlaient de l'orichalque, le métal du feu. Ils se souvenaient des lois, des rois et des religions. Ils enseignaient aux autres ce qu'ils savaient. Ils montraient comment construire des maisons solides et cultiver la terre.
Ils apportaient un savoir que d'autres n'avaient jamais vu auparavant. Ils étaient comme des graines plantées dans une terre nouvelle. Certains pensent que ces survivants ont contribué à l'émergence d'autres cultures anciennes. Ils ont peut-être voyagé jusqu'en Égypte, en Grèce ou dans les îles. Certains affirment même qu'ils ont atteint des terres lointaines par-delà l'océan. Leurs idées se sont être mêlées à celles des peuples de ces contrées. Être les grandes histoires et les méthodes ingénieuses de l'Atlantide ont-elles perduré, cachées dans des lieux inconnus, transmises de main en main. Tout le monde ne croit pas aux survivants. Certains disent que la cité était trop loin, la mer était trop rapide. Mais même si personne n'a survécu, l'histoire de l'Atlantide elle-même a survécu. Cette histoire s'est transmise de voix en voix, de papier en papier. Elle est parvenue jusqu'à Platon, qui l'a écrite pour ne pas l'oublier. Les mots étaient comme de petites étincelles entretenant le souvenir. Dans chaque culture, on raconte des histoires de grands déluges, de terres perdues et de sages disparus. Ces récits résonnent comme des échos de l'Atlantide. Ils parlent d'équilibre, de fierté et de chute. Ils nous rappellent que même les cités les plus fortes peuvent disparaître, mais que les idées qu'elles véhiculent peuvent perdurer à jamais. Aujourd'hui encore, les gens se posent des questions. Ils se demandent si les ruines sous-marines pourraient être des fragments de l'Atlantide. Ils cherchent des signes dans de vieux écrits, des statues brisées et des pierres englouties. Peut-être cherche-t-il la preuve que quelqu'un a réussi à s'en sortir. La preuve qu'un enfant de l'Atlantide a atteint une nouvelle terre, a raconté son histoire et a semé quelque chose qui a donné naissance à un nouveau monde. Si les survivants ont survécu, ils ne fuyaient pas seulement le passé. Ils portaient aussi l'avenir. Ils étaient les dernières voix d'une grande civilisation. Ils n'étaient plus rois, ils n'étaient plus riches, mais ils possédaient le savoir, et c'était plus important que l'or. Ils savaient ce qui fonctionnait et ce qui échouait. Ils avaient vu ce que l'orgueil pouvait accomplir. Et peut-être, ont-ils utilisé cette leçon pour aider les autres à construire quelque chose de meilleur. Alors, l'Atlantide a-t-elle résonné? Peut-être pas dans la pierre, mais dans l'esprit, dans les idées qui voyageaient au gré du vent, dans les histoires racontées à la lueur du feu, dans les mains qui ont façonné la terre dans des contrées lointaines. L'Atlantide est être perdue sous les mers, mais sa voix murmure encore. Elle vit dans les rêves, dans les livres et dans le cœur de ceux qui y croient encore, et c'est être ainsi qu'elle survit. Ces murmures ne s'arrêtèrent pas avec les premières générations. Ils traversèrent les siècles, changeant de forme, se mêlant à d'autres récits, se cachant parfois derrière des mythes nouveaux. Dans certaines régions, les traditions portaient des traces subtiles de l'Atlantide, un style particulier de sculpture, un motif gravé dans la pierre, une manière unique de tracer des cartes. Les voyageurs qui passaient de village en village notaient ces similitudes et s'interrogeaient sur leur origine. Certains de ces survivants ou leurs descendants trouvèrent refuge auprès de peuples qui ne connaissaient pas encore l'écriture. Ils transmirent des connaissances par le biais de symboles gravés dans l'argile ou dessinés sur des parois rocheuses. Les images représentaient des navires, des vagues et des astres, comme pour garder vivante la mémoire de la traversée et des événements qui avaient bouleversé leur monde. D'autres apportèrent un savoir lié à la construction. Ils enseignèrent à choisir des pierres résistantes, à les assembler de manière à ce que les bâtiments durent pendant des générations. Certains de ces édifices existent encore aujourd'hui, résistant au vent, à la pluie et aux secousses de la terre, témoignages muets d'un héritage ancien. Leurs histoires n'étaient pas seulement des avertissements. Elles portaient aussi l'espoir qu'une communauté, si elle vivait en équilibre avec la nature, pouvait prospérer sans craindre la destruction. Les récits décrivaient des places publiques où tout le monde avait droit à la parole, des marchés où le troc remplaçait la cupidité, et des fêtes où la joie venait de la musique et du partage, plutôt que de la richesse matérielle. Au fil du temps, la figure du visiteur venu des flots devint un archétype dans de nombreuses légendes. Dans certaines, il apportait la paix. Dans d'autres, il offrait des remèdes ou révélait de nouveaux outils. Ces histoires, bien que variées, avaient toujours en commun l'idée d'un lien ancien avec la mer et d'un savoir qui venait de très loin. Dans les zones côtières, des cérémonies rappelaient inconsciemment les rituels atlantes. On dressait des autels près des vagues,
On chantait des hymnes pour remercier l'océan de ses bienfaits et on lançait sur l'eau des offrandes de fleurs et de fruits. Nul ne savait vraiment d'où venait cette coutume, mais elle persistait comme si une mémoire invisible la guidait. Parfois, les survivants ou leurs descendants rencontraient des résistances. Certains habitants craignaient leurs histoires ou voyaient dans leur connaissance une menace. Pourtant, petit à petit, les idées se frayaient un chemin, s'adaptant aux croyances locales, se mêlant aux coutumes déjà établies. De cette fusion naissaient des cultures plus riches, capables de puiser dans plusieurs héritages à la fois. À mesure que les siècles passaient, les noms précis s'effaçaient. L'Atlantide devenait une image plus qu'un lieu, un symbole plus qu'un souvenir concret. Pourtant, même si les contours du récit changeaient, le cœur du message restait l'importance de l'équilibre, de l'humilité et du respect pour ce qui nous entoure. Aujourd'hui encore, ceux qui explorent les fonds marins espèrent parfois découvrir une pierre, une sculpture ou un objet qui confirmerait ces liens anciens. Mais peut être que la véritable preuve n'est pas matérielle. Peut être qu'elle se trouve dans les gestes quotidiens hérités d'un temps lointain. La façon de bâtir une maison face au vent, de lire les étoiles pour naviguer ou de partager équitablement une récolte. Ainsi, l'Atlantide résonne toujours, non pas comme un écho bruyant mais comme une note discrète qui traverse les âges. Une note que seuls entendent ceux qui savent écouter l'histoire derrière les histoires et reconnaître, dans la diversité des peuples actuels, les graines semées par quelques survivants venus d'une cité engloutie. Inondations dans le monde. Bien avant l'époque moderne, des récits de grands déluges circulaient à travers le monde. Ces histoires provenaient de différents pays, de différentes langues et de différents peuples. Mais beaucoup d'entre elles se ressemblaient. Elles parlaient d'eau montant plus haut que les arbres, emportant maisons, animaux et même des villes entières. Elles évoquaient une époque où la terre tremblait, le ciel s'ouvrit et la mer engloutissait tout. Ces histoires se transmettaient de parents à enfants, de vieux maîtres à de jeunes auditeurs, et malgré les noms différents, le message restait le même. Un déluge avait tout changé. Dans l'ancienne Mésopotamie, un lieu entre de grands fleuves, on racontait l'histoire d'un homme qui construisit un grand bateau. Il le remplit de sa famille, de ses animaux et de nourriture. Lorsque la pluie arriva et que les rivières devinrent folles, son bateau flotta tandis que tout le reste coulait. Une fois la tempête passée, il lâcha un oiseau pour retrouver la terre ferme. Cette histoire, racontée bien avant les livres, est restée gravée dans la mémoire de nombreuses générations. En Inde, on raconte l'histoire d'un homme averti par un poisson. Le poisson lui annonça qu'un déluge allait arriver. L'homme construisit un bateau et l'attacha à la corne du poisson. Le poisson le guida en lieu sûr et l'homme fut sauvé alors que le monde était submergé par les eaux. Cette histoire évoque également une époque où la nature était devenue sauvage et où seuls quelques-uns furent sauvés. Dans la Chine ancienne, on racontait des histoires de longues inondations qui avaient transformé le pays. On disait que les rivières débordaient sans cesse. Un homme courageux travailla pendant des années pour maîtriser les eaux. Il creusa des canaux et ouvrit des voies pour que les rivières puissent couler en toute sécurité. Ces récits racontent comment les inondations ont façonné le pays et forcé les gens à apprendre et à s'adapter. En Amérique du Sud, certains racontaient des histoires de ciel en colère et de mer montante. Ils racontaient que les montagnes tremblaient et que les eaux montaient chaque jour. L'ancien monde était perdu et un nouveau était né des survivants. Ces histoires, racontées dans des lieux éloignés les uns des autres, portaient pourtant le même sentiment. Un déluge est arrivé et a tout emporté, et seuls quelques habitants sont restés pour reconstruire. Même dans les îles de l'océan Pacifique, les histoires d'inondations étaient courantes. On racontait que des vagues géantes étaient arrivées sans prévenir. Des villages avaient été emportés, des arbres avaient disparu. La mer avait atteint des endroits qu'elle n'avait jamais touchés auparavant. Les habitants escaladaient de hautes collines ou s'échappaient en bateau. Plus tard, ils racontaient à leurs enfants ce qui s'était passé afin que l'histoire ne soit jamais perdue. Aux quatre coins du monde, des déserts aux forêts, des récits d'inondations ont été partagés. Ils ont parlé d'avertissements ignorés, de la puissance de la nature et de secondes chances. Ces récits ne se limitaient pas à l'eau.
Ils parlaient de changement. Ils expliquaient comment un événement majeur et terrible pouvait ouvrir la voie à quelque chose de nouveau. Certains pensent que toutes ces histoires sont issues d'un seul événement réel. Peut être qu'une inondation massive s'est produite il y a longtemps et que chacun s'en est souvenu à sa manière. D'autres pensent que ces histoires sont nées de nombreuses petites inondations, toutes liées par la peur, la mémoire et le temps. Personne ne le sait avec certitude, mais la similitude de tant d'histoires suscite des interrogations. Le déluge de l'Atlantide s'inscrit également dans ce grand schéma. Comme dans d'autres récits, la mer s'est soulevée, la terre a tremblé et un vaste territoire a été perdu. L'Atlantide peut être l'une des nombreuses histoires qui recèlent la vérité d'un véritable déluge, ou peut être est-ce l'histoire qui a donné naissance aux autres. Le plus important, c'est que ces récits nous rappellent la puissance du monde. Ils montrent que même les cités les plus puissantes peuvent s'effondrer si elles oublient de vivre avec soin et équilibre. Alors, quand vous entendez parler des inondations de l'Antiquité, pensez à l'Atlantide, pensez à d'autres terres perdues, pensez aux peuples qui ont vu la mer monter et le ciel s'ouvrir. Pensez à la façon dont ils ont survécu, se sont souvenus et ont raconté leurs histoires. Ces histoires sont l'écho de l'eau, vaste, profonde et pleine d'enseignements qui ne s'effacent jamais. Ces enseignements, transmis de génération en génération, prenaient souvent la forme de contes, de chants ou de cérémonies. Chaque communauté adaptait les récits à son environnement, y ajoutant ses propres paysages, ses propres dangers et ses propres héros. Dans les vallées, on parlait de rivières furieuses brisant les digues naturelles. Sur les côtes, on racontait des vagues noires comme la nuit, arrivant plus vite que le vent. Dans les hautes montagnes, on évoquait des torrents soudains nés de glaciers brisés. Les histoires servaient à avertir autant qu'à rappeler. On les racontait aux enfants pour qu'ils comprennent que la nature pouvait nourrir, mais aussi reprendre. Elles expliquaient pourquoi certains villages étaient construits en hauteur, loin des plaines inondables. Elles rappelaient qu'il fallait respecter les cycles de la pluie et du vent et ne jamais surestimer la solidité des œuvres humaines. Des explorateurs, des siècles plus tard, furent surpris de constater que des cultures séparées par des milliers de kilomètres partageaient des motifs similaires. Un sauveur guidé par un animal, une embarcation chargée d'espérance, une mer engloutissant les anciens royaumes. Cette convergence éveilla la curiosité des savants, qui commencèrent à comparer cartes, légendes et vestiges archéologiques. Certaines découvertes intriguèrent particulièrement. Dans des plaines aujourd'hui arides, on trouva des coquillages fossiles et des sédiments marins. Sur des côtes escarpées, on mit au jour des traces d'anciens ports bien au-dessus du niveau actuel de la mer. Ces indices semblaient confirmer que, dans un passé lointain, l'eau avait bien avancé là où aujourd'hui s'étendait la terre ferme. Les récits des îles du Pacifique parlaient souvent de continents engloutis et de peuples dispersés. Certains chantaient encore la mémoire de terres fertiles, maintenant perdues sous les vagues. En Afrique, des traditions orales décrivaient des mers intérieures ayant débordé, forçant les habitants à migrer vers de nouvelles régions. En Europe, des mythes évoquaient des cités portuaires avalées par l'océan en une seule nuit. Pour beaucoup, ces récits dépassaient la simple explication d'un phénomène naturel. Ils y voyaient un lien avec les croyances spirituelles, un rappel que les hommes font partie d'un tout qu'ils ne peuvent contrôler entièrement. L'eau, force de vie, pouvait devenir force de destruction, non par colère humaine, mais par équilibre naturel. L'Atlantide, dans ce contexte, devenait l'un des symboles les plus marquants, non seulement parce qu'elle était décrite comme un joyau de richesse et de savoir, mais aussi parce que sa fin brutale incarnait l'oubli des principes fondamentaux. Dans de nombreux dialogues et écrits anciens, son histoire servait d'exemple aux dirigeants. Prospérer sans humilité conduit à la perte. Les érudits contemporains continuent de débattre. L'Atlantide était-elle un lieu réel ou une allégorie destinée à enseigner la prudence? Certains estiment qu'elle pourrait être la mémoire déformée d'un cataclysme maritime ayant touché une région entière. D'autres pensent qu'elle condense en un seul récit les malheurs de multiples peuples confrontés à la montée des eaux. Quoi qu'il en soit, la résonance de ces histoires prouve leur importance. Elles ne survivent pas par hasard. Elles rappellent à chaque génération que la mer, le ciel et la terre sont liés, et que les cycles de la nature dépassent de loin la durée de nos vies. Tant que ces récits continueront à être racontés,
la mémoire des grandes inondations restera vive. Et avec elle, la leçon que le monde, dans toute sa beauté, exige respect et vigilance. La science intervient. Géologie et catastrophes. La science a toujours tenté d'expliquer les mystères de notre monde. Lorsqu'on entend parler de l'Atlantide, on se demande souvent si elle est vraie. Un lieu a-t-il réellement été englouti par la mer en un jour et une nuit? Les scientifiques, et plus particulièrement les géologues, étudient la Terre pour déterminer si une telle chose a pu se produire. Ils observent les roches, les montagnes, les volcans et les fonds marins. Ils tentent de comprendre comment la Terre a évolué au fil du temps et si un lieu comme l'Atlantide pourrait exister. La géologie est l'étude de la Terre. Les géologues étudient les mouvements, les ruptures et les changements du sol. Ils étudient les tremblements de terre, les volcans et les inondations. Ces phénomènes façonnent la Terre et peuvent parfois détruire des villes. Il existe des endroits dans le monde où la Terre a disparu sous les eaux. Il existe aussi des endroits où la mer s'est éloignée des terres. L'idée qu'une ville s'enfonce n'est donc pas impossible. Cela s'est déjà produit, à des échelles plus modestes. L'île de Terra, aujourd'hui appelée Santorin, en est un exemple. Elle se trouve en Méditerranée. Il y a bien longtemps, elle abritait un peuple fort et intelligent. Il construisait des maisons, créait des œuvres d'art et commerçait avec d'autres terres. Puis, un jour, un volcan explosa. L'explosion fut si violente qu'elle brisa l'île. Le ciel s'assombrit, la mer s'engouffra et la ville fut perdue. Certains pensent que cela pourrait faire partie de l'histoire de l'Atlantide. Un autre exemple est Élyké, une cité grecque qui a été engloutie par la mer lors d'un tremblement de terre dans l'Antiquité. On la croyait disparue à jamais, mais des années plus tard, des parties de la ville ont été retrouvées sous les eaux et dans les profondeurs de la terre. Cela a démontré que des villes entières pouvaient être perdues puis retrouvées. Cela a également démontré que le récit de Platon pouvait s'inspirer de faits réels, même si les détails ont évolué au fil du temps. La science étudie également les mouvements du plancher océanique. Le sol sous-marin est instable. Il peut s'élever, s'abaisser, se fissurer et se déplacer. Parfois, d'énormes vagues, appelées tsunamis, surviennent après des tremblements de terre sous-marins. Ces vagues peuvent s'écraser sur la terre et tout détruire sur leur passage. Si une grande île avait été confrontée à une catastrophe d'une telle ampleur, elle aurait pu couler ou être emportée. Certains scientifiques pensent que l'Atlantide aurait pu exister, mais elle n'était peu, être pas aussi vaste ni aussi parfaite que le racontent les légendes. Il aurait pu s'agir d'une île plus petite, habitée par un peuple intelligent et fort. Ils auraient pu vivre dans la prospérité, créer de belles choses et commercer avec d'autres. Puis, un jour, une catastrophe naturelle survint et tout changea. La mer recouvrit la terre et la cité fut perdue. Certains scientifiques pensent également que l'histoire de l'Atlantide n'est qu'un conte. Ils affirment qu'il s'agit d'une leçon de Platon pour montrer ce qui arrive lorsque les gens deviennent trop fiers et cupides. Selon eux, l'Atlantide n'était pas un lieu réel, mais un avertissement sur la façon dont le pouvoir peut mener à la destruction. Malgré cela, la science peut nous aider à comprendre comment et pourquoi de telles catastrophes se produisent. Les scientifiques utilisent des outils comme des satellites, des sonars et des robots sous-marins pour explorer les fonds marins. Ils recherchent des formes et des motifs qui pourraient indiquer des vestiges de cités perdues. Parfois, ils découvrent d'étranges lignes ou des amas de pierres sous l'eau. Ces découvertes suscitent l'interrogation, mais elles ne suffisent pas à prouver l'existence de l'Atlantide. Malgré tout, les recherches continuent. La science ne cherche pas à détruire la légende. Elle cherche plutôt la vérité. Elle pose des questions, recherche les faits et écoute la nature. Que l'Atlantide ait existé ou non, la science nous apprend comment la Terre peut changer de façon soudaine et puissante. Elle nous rappelle que des villes peuvent s'effondrer, que la mer peut monter et que le monde est en perpétuel mouvement. Ainsi, quand on pense à l'Atlantide, on peut aussi penser à la science. On peut s'interroger et explorer. On peut observer les rochers, les vagues et le ciel. Et peut être, un jour la science trouvera l'indice ultime. D'ici là, l'histoire de l'Atlantide perdure. Dans la légende,
l'émerveillement et les profondes questions que nous nous posons encore aujourd'hui, de nouvelles disciplines viennent aussi compléter ces recherches. La paléoclimatologie, par exemple, analyse les carottes de glace et les sédiments pour reconstituer le climat passé. Ces données révèlent parfois des périodes de changement soudain, avec des hausses du niveau de la mer ou des épisodes volcaniques intenses. L'imagerie 3D permet aujourd'hui de cartographier avec précision des zones immergées et de repérer des structures potentiellement artificielles. Les sciences humaines, elles aussi, contribuent à cette quête. Les linguistes comparent les récits anciens dans plusieurs langues, cherchant des points communs qui pourraient indiquer une source unique. Les anthropologues étudient comment les légendes évoluent lorsqu'elles sont transmises sur des centaines d'années, et comment elles peuvent conserver un noyau de vérité malgré les embellissements. En combinant ces approches, les chercheurs espèrent non seulement éclairer le mystère de l'Atlantide, mais aussi mieux comprendre la vulnérabilité des civilisations face aux forces naturelles. Même si aucun vestige définitif n'est retrouvé, ces enquêtes enrichissent notre connaissance de la Terre et de notre histoire. Peut-être qu'un jour, une mission sous-marine révélera un détail oublié. Mais même sans preuve irréfutable, la science et la légende continueront de dialoguer, chacune alimentant la curiosité et le désir d'exploration. Trône de cristal et souvenirs psychiques. Certaines histoires sur l'Atlantide vont bien au-delà de ce que l'on peut voir ou toucher. Elles parlent de trônes de cristal, de lumière scintillante et de personnes dotées de pouvoirs spéciaux. On raconte qu'il y a longtemps, les habitants de l'Atlantide étaient non seulement intelligents et forts, mais aussi profondément connectés à l'énergie de la terre et de l'esprit. Ces idées peuvent paraître étranges, mais nombreux sont ceux qui croient que l'Atlantide n'était pas seulement une cité de pierre et de métal, mais un lieu empreint de sagesse profonde, de paix et de pouvoir. L'un des aspects les plus étonnants de ces histoires est l'idée du trône de cristal. On raconte que les rois de l'Atlantide ne s'asseyaient pas sur des chaises dorées ou des sièges en bois, mais sur un trône de cristal transparent. Ce cristal n'était pas seulement destiné à la beauté, on croit qu'il contenait de l'énergie. Il pouvait stocker la connaissance et même parler à ceux qui étaient prêts à l'écouter. Certains disent que le trône brillait d'une douce lumière et apportait la sagesse à celui qui y siégeait. C'était un instrument de paix et non de contrôle. Ces cristaux n'étaient pas des pierres ordinaires. Ils étaient grands, brillants et pleins de pouvoir. Certains disent qu'ils aidaient les Atlantes à guérir, à faire pousser leurs aliments plus rapidement et même à éclairer leurs villes. Ils utilisaient le son, la pensée et la lumière pour travailler avec les cristaux. On disait que les cristaux étaient placés à des endroits importants de la cité. Ils contribuaient à équilibrer l'énergie d'Atlantis et à maintenir l'harmonie. Un autre aspect de l'histoire est l'idée de mémoire psychique. Cela signifie se souvenir de choses sans lire de livre ni qu'on le lui dise. C'est comme une connaissance venue du plus profond de soi, comme une voix douce qui sait quelque chose d'ancien. On croit que certains Atlantes avaient la capacité de se souvenir de leur vie antérieure. Ils pouvaient voir dans leur esprit des images d'événements anciens. Ils pouvaient se connecter aux pensées et aux sentiments d'autrui, même de loin. Certains affirment que ces souvenirs psychiques n'ont pas disparu. Ils croient que certaines personnes portent encore en elles des souvenirs de l'Atlantide. Ces souvenirs surgissent sous forme de rêves, de sentiments forts ou de la prise de conscience soudaine de quelque chose qui ne leur a jamais été enseigné. Ces personnes sont parfois appelées souvenirs ou porteurs de lumière. Elles se sentent attirées par la mer, les étoiles ou des lieux anciens empreints de mystère. Elles ignorent peu, être pourquoi, mais quelque chose au plus profond d'elles-mêmes les attire vers le passé. Nombre de ces idées proviennent de personnes qui affirment avoir des visions ou entendre des messages venus d'au-delà. Elles n'utilisent ni la science ni les cartes. Elles utilisent leur esprit, leur cœur et leur sens. Elles ont le sentiment que l'Atlantide vit toujours, non pas dans des bâtiments mais dans la mémoire et l'esprit. Pour elles, l'Atlantide n'est pas perdue. Elle dort, attendant de revenir sous une nouvelle forme. L'histoire des trônes de cristal et des souvenirs psychiques est pleine d'émerveillement. Elle évoque une époque où les hommes vivaient proches de la terre, du ciel et de l'âme. Elle évoque un monde où l'apprentissage venait de l'intérieur et où le pouvoir était utilisé avec prudence. Même si nous ne pouvons prouver ces choses par des outils ou des livres, ces histoires nous touchent profondément. Elles nous poussent à nous interroger sur ce que nous avons oublié. Elles nous poussent à nous demander si le monde ne se limite pas à ce que nous voyons.
Certains croient qu'un jour les cristaux de l'Atlantide seront retrouvés, ou que la sagesse reviendra dans le cœur de ceux qui seront prêts à l'utiliser à bon escient. En attendant, l'histoire perdure dans les rêves, les visions et les pensées silencieuses. Le véritable don de l'Atlantide n'est peu, être pas sa terre perdue, mais le savoir profond et paisible qu'elle a laissé derrière elle. Ces histoires sont peu, être anciennes, mais elles brillent toujours. Tel le trône de cristal, elles brillent d'une lumière douce. Elles nous rappellent d'écouter attentivement, de ressentir profondément et de regarder au-delà des apparences. Et peut être, nous aide-t-elle à nous souvenir de quelque chose de beau qui fut autrefois et qui pourrait un jour réapparaître? Le conte du philosophe. La vision originelle de Platon. Il y a bien longtemps, dans la Grèce antique, vivait un sage nommé Platon. Ce n'était ni un roi ni un guerrier, c'était un penseur. On venait de partout pour l'écouter. Il posait de grandes questions sur la vie, la vérité et le monde. Il croyait que les histoires pouvaient enseigner de profondes leçons. Un jour, il raconta une histoire inoubliable, celle d'un lieu puissant qui disparut dans la mer. Cet endroit s'appelait l'Atlantide. Platon racontait que cette histoire venait de son grand-père, qui l'avait entendue d'un voyageur avisé. Ce dernier l'avait apprise de prêtres égyptiens. Ces prêtres conservaient des annales des temps anciens. Ils parlaient d'une terre puissante qui s'étendait autrefois au-delà de l'océan. Elle regorgeait de richesses et de savoir, mais cela ne dura pas. Les habitants changèrent et leur territoire fut envahi par la mer. Platon a consigné cette histoire dans 2 de ses livres. Timée et Critiques livres étaient comme des conversations. Les personnages parlaient entre eux et partageaient des idées. Dans l'histoire, un homme raconte aux autres une histoire ancienne. Il affirme qu'il s'agit d'une histoire vraie, maintes fois transmise. Il parle d'un grand empire appelé Atlantide. Ce territoire était plus vaste que la Libye et l'Asie réunies. Il se trouvait au-delà des colonnes d'Héraclès, aujourd'hui connu sous le nom de détroit de Gibraltar. Il se trouvait donc dans l'océan Atlantique, loin de la Grèce. Platon décrivait l'Atlantide comme un lieu de beauté et de puissance. Ses habitants étaient d'habiles bâtisseurs et de puissants marins. Leur territoire regorgeait de montagnes, de rivières, d'animaux et de toutes sortes de trésors naturels. Ils possédaient de l'or, de l'argent et un métal rouge brillant appelé orichalque. Ils utilisaient ce métal pour décorer leurs temples et leurs bâtiments. Ils construisirent de larges routes, de profonds canaux et de grandes murailles. Ils vivaient dans une cité constituée d'anneaux, avec des cercles d'eau et de terre autour d'une île centrale. Des ponts et des tunnels reliaient les anneaux. Au centre se dressait un haut temple dédié à Poséidon, la religion de la mer. Dans l'histoire, Poséidon fut le premier à protéger l'Atlantide. Il tomba amoureux d'une femme qui y vivait. Elle s'appelait Cléito. Il lui construisit une maison sur une colline et l'entoura d'eau pour la protéger. Ensemble, ils eurent 10 fils. L'aîné s'appelait Atlas, et la terre fut baptisée en son honneur. Chaque fils régnait sur une partie de l'île. Ils étaient rois, mais ils suivaient les mêmes lois. Ces lois qui venaient de Poséidon et étaient inscrites sur une colonne d'or, les rois se réunissaient et discutaient des questions importantes avec respect et équité. Pendant longtemps, les Atlantes vécurent honnêtement et avec bonté. Ils travaillaient dur, respectaient les religions et s'entraidaient. Leurs villes s'étendaient et leurs connaissances s'enrichissaient. Mais avec le temps, les choses commencèrent à changer. Les Atlantes devinrent cupides et orgueilleux. Avides de pouvoir, ils oublièrent leurs anciennes coutumes. Ils cessèrent de respecter les lois. Ils commencèrent à se croire supérieurs aux autres. Platon affirma que c'était la raison de la perte de l'Atlantide. Lorsque le peuple s'était détourné du bien, les religions s'en rendirent compte. Elles se réunirent pour décider de la marche à suivre. Zeus, le roi des religions, s'adressa aux autres. Il prépara un châtiment pour le peuple de l'Atlantide. Puis, sans prévenir, le désastre survint. En un seul jour et une seule nuit, l'Atlantide s'enfonça dans la mer. La vaste terre disparut, et l'océan la recouvrit à jamais. Nombreux sont ceux qui se demandent encore aujourd'hui si l'histoire de Platon était vraie.
Certains pensent qu'il l'a écrite pour enseigner une leçon, d'autres pensent qu'il partageait un souvenir de vérité. Nous n'en saurons peu être jamais la vérité. Ce que nous savons, c'est que ces paroles ont perduré pendant des millénaires. La façon dont il a raconté cette histoire, avec précision et soin, lui a donné toute sa force. Platon nous a légué un mystère, un lieu peut être perdu, mais qui vit encore dans nos esprits, une histoire qui nous fait réfléchir à la fierté, à la sagesse et aux valeurs qui nous sont chères. Et même aujourd'hui, lorsque nous entendons le nom d'Atlantide, nous nous souvenons de l'histoire qu'il a racontée il y a si longtemps. Une histoire qui murmure encore au-delà des mers. Une civilisation pas comme les autres. L'Atlantide n'était pas une île comme les autres. On la décrivait comme une terre pleine de merveilles. Ses habitants étaient intelligents, forts et compétents. Ils construisaient des choses très en avance sur leur temps. Leurs bâtiments étaient hauts et lumineux. Leurs routes étaient larges et lisses. Leurs villes étaient propres et bien planifiées. Tout était construit avec soin et savoir-faire. C'était un lieu où la nature et les hommes vivaient en harmonie. Il y avait des arbres, des rivières et des animaux partout. La terre était riche et pleine de vie. Les Atlantes utilisaient des matériaux brillants. L'un d'eux s'appelait l'orichalque. C'était un métal rougeoyant, très rare et précieux. Ils l'utilisaient pour recouvrir les murs, décorer les bâtiments et fabriquer des statues. Leur temple regorgeait d'or, d'argent et d'orichalque. Le temple le plus important était celui de Poséidon, la religion de la mer. Il se dressait au centre de la cité. Son toit était en ivoire et ses murs recouverts d'argent. Les points culminants brillaient d'or. À l'intérieur se trouvait une immense statue de Poséidon chevauchant 6 chevaux ailés. La ville était construite en anneaux. Il y avait des anneaux de terre et des anneaux d'eau. Des ponts reliaient chaque anneau. Des canaux traversaient la ville. Les navires naviguaient facilement sur l'eau. Les habitants utilisaient ces canaux pour leurs déplacements et leurs échanges commerciaux. La conception de la ville témoignait de leur ingéniosité. Ils veillaient à ce que chaque partie ait une fonction. On y trouvait des fermes, des maisons, des marchés et des écoles. Les rues étaient droites et suffisamment larges pour les chars. L'eau, propre, coulait par des canalisations spéciales. Les habitants possédaient des bains d'eau chaude et froide. Ces bains n'étaient pas réservés aux riches. Tout le monde les utilisait. L'eau provenait de sources souterraines. C'était un moyen astucieux de rester propre et en bonne santé. Ils possédaient également des champs où ils cultivaient. La terre leur procurait 2 récoltes par an, ce qui leur garantissait toujours de quoi manger. Ils élevaient également des animaux. Chevaux, bovins et moutons étaient gardés en lieux sûrs et bien soignés. Leurs maisons étaient construites en pierre solide, noire, blanche et rouge. Cela donnait à la ville un aspect coloré et magnifique. Les maisons étaient décorées et sculptées. L'art était important pour eux. Ils réalisaient des peintures, des statues et de la musique. Ils aimaient apprendre et enseigner. C'était une terre où l'on pouvait cultiver son esprit autant que ses récoltes. Le commerce occupait une place importante dans la vie des Atlantes. Ils construisaient de grands navires et naviguaient vers d'autres terres. Ils échangeaient des marchandises comme des métaux, de la nourriture et des outils. Ils possédaient un grand port où les navires pouvaient accoster en toute sécurité. Ce port était très animé. Des marchandises arrivaient de loin, et avec elles de nouvelles idées. Les Atlantes étaient toujours en apprentissage. Ils accueillaient les visiteurs et partageaient leurs connaissances. Leurs dirigeants étaient sages et justes. Il y avait 10 rois, chacun régnant sur une partie de l'île, mais ils suivaient les mêmes lois. Ces lois étaient inscrites sur une colonne d'orichalque. Les rois se réunissaient dans le temple de Poséidon. Ils prenaient des décisions ensemble. Ils œuvraient pour la paix et l'ordre. Ils croyaient en la justice et le respect. Chacun des dirigeants aux ouvriers connaissait son rôle et respectait les règles. L'Atlantide n'était pas seulement puissante, elle était forte de cœur et d'esprit. Les habitants étaient fiers d'y vivre. Ils prenaient soin les uns des autres et de leurs terres. Ils ne se battaient pas sans raison. Ils utilisaient leur savoir pour aider et non pour nuire. Ce fut une période brillante de leur histoire, une époque où ils atteignirent le sommet de ce que pouvait être une société.
Ils vivaient en paix, entourés de beauté et de sagesse. C'est pourquoi l'Atlantide est restée dans les mémoires, non seulement pour ses richesses, mais aussi pour la façon dont elle les exploitait. C'était un lieu où les gens vivaient en harmonie avec le monde. Ils y ont bâti une vie dont d'autres rêvent encore, et même si elle a disparu, l'idée de ce lieu parfait brille encore dans l'esprit de beaucoup. L'Atlantide était véritablement une civilisation à nulle autre pareille. L'âge d'or de l'Atlantide. Il fut un temps en Atlantide où tout était paisible, lumineux et plein de vie. Cette époque fut appelée l'âge d'or. C'était une période particulière où les Atlantes vivaient en harmonie les uns avec les autres et avec la nature. Ils étaient guidés par les 10 rois, les fils de Poséidon, qui régnaient avec justice et sagesse. Le peuple respectait ses dirigeants et suivait les lois. La confiance régnait entre dirigeants et citoyens, et la vie sur l'île était joyeuse. Durant cet âge d'or, la terre produisait largement assez de nourriture. Le sol était riche et moelleux. Les agriculteurs cultivaient fruits, légumes et céréales. Le temps était clément, avec un soleil chaud et des pluies douces. Les gens récoltaient 2 fois par an. Ils élevaient également des animaux qui donnaient du lait, de la viande et de la laine. Il y avait des oiseaux dans les arbres, des poissons dans les eaux et des rivières limpides qui traversaient les villes. Les gens travaillaient dur, mais il ne manquait jamais de ce dont ils avaient besoin. Les villes étaient construites avec soin. Elles étaient conçues pour être utiles et belles. Les rues étaient larges et propres. Des canaux parcouraient les quartiers et des ponts facilitaient la traversée. Les bâtiments étaient solides et colorés, faits de pierres rouges, blanches et noires. Les habitants étaient fiers de leur maison. Chaque lieu avait sa fonction et tout s'emboîtait parfaitement comme un puzzle. Le cœur de la ville était d'une beauté époustouflante. Les temples se dressaient majestueusement, avec leurs toits dorés et leurs murs argentés étincelants. Le temple de Poséidon était le plus grandiose de tous. À l'intérieur se dressait une immense statue d'or représentant la religion de la mer, debout avec 6 chevaux ailés. Autour d'elle se trouvaient des sculptures de dauphins et de créatures marines. L'air embaumait les fleurs et les huiles essentielles. On y venait pour prier, rendre grâce et demander conseil. Les Atlantes étaient sages et curieux. Ils aimaient apprendre et partager leurs connaissances. Ils étudiaient les étoiles, les nombres et les formes. Ils écrivaient des livres et dessinaient des cartes. Ils construisaient des écoles où les enfants apprenaient beaucoup de choses. La musique, l'art et les histoires faisaient partie du quotidien. Ils chantaient, peignaient et sculptaient. Ils croyaient que la beauté aidait le cœur à s'enrichir. Il n'y avait ni cupidité ni injustice. Les gens étaient bienveillants les uns envers les autres. Ils aidaient leurs voisins et prenaient soin des plus faibles. Il n'y avait ni guerre ni dirigeants cruels. Au lieu de prendre aux autres, ils partageaient et échangeaient. Leurs navires transportaient des marchandises de loin. Ils donnaient ce qu'ils avaient et recevaient ce dont ils avaient besoin. C'était un monde fondé sur l'équilibre. Leurs chefs se réunissaient souvent au temple. Ils portaient des vêtements simples et parlaient à voix basse. Chaque roi respectait les autres. Lorsqu'un problème surgissait, ils écoutaient et choisissaient la meilleure solution. Ils ne discutaient ni ne se battaient. Ils se souvenaient de leur père Poséidon et voulaient honorer son nom. Ils suivaient les anciennes lois, inscrites sur une colonne d'orichalque brillante. L'art était omniprésent. Les murs étaient peints de scènes vivantes de la vie quotidienne. Des statues ornaient les jardins et les fontaines. La musique résonnait dans les maisons et sur les marchés. Des pièces de théâtre et des danses étaient organisées lors des moments privilégiés de l'année. Ces moments rassemblaient les gens. L'âge d'or n'était pas une question d'or ou de richesse. Il était synonyme de bonté, d'honnêteté et d'amour. Les gens ne couraient pas après le pouvoir. Ils ne prenaient pas plus que nécessaire. Ils remerciaient la terre, la mer et le ciel.
Ils prenaient soin de leur monde. Ils admiraient la vie et la traitaient avec respect. L'Atlantide était véritablement à son apogée à cette époque. Les gens étaient heureux, la terre était peuplée, et la paix enveloppait tout comme un doux manteau. C'était un rêve devenu réalité. Un monde où tout fonctionnait à merveille. Et même aujourd'hui, quand on pense à l'Atlantide, on se souvient de cet âge d'or. On se souvient d'un endroit où il faisait bon vivre et où les cœurs étaient emplis de lumière. À l'âge d'or, les mers autour de l'Atlantide étaient aussi calmes que le cœur de ses habitants. Les ports étaient animés, mais jamais chaotiques, avec des navires arrivant de contrées lointaines, chargés d'épices rares, de tissus éclatants et de poteries raffinées. Les marins racontaient des histoires d'étoiles étranges dans le ciel et de terre où le soleil se levait différemment, et les Atlantes les écoutaient avec ouverture d'esprit. La curiosité était aussi précieuse qu'un trésor, et chaque visiteur était accueilli avec nourriture, boissons et paroles aimables. La campagne était colorée. Des champs de céréales dorées ondulaient sous le vent chaud, et les vergers s'étendaient à perte de vue. Les enfants jouaient parmi les arbres, se poursuivant à l'ombre des rameaux d'olivier. Les agriculteurs chantaient en travaillant, leurs chants résonnant à travers les vallées. Les bergers guidaient leurs troupeaux à travers les collines verdoyantes, et les pêcheurs jetaient leurs filets dans des eaux si claires qu'ils pouvaient apercevoir l'éclat argenté des poissons sous la surface. Le soir, les villes brillaient de la douce lumière des lampes à huile. Les familles se rassemblaient devant leurs maisons pour partager repas et histoires. Les anciens parlaient des premiers jours de l'Atlantide, de la façon dont Poséidon avait façonné l'île de ses propres mains. Les plus jeunes écoutaient, les yeux écarquillés, tirant les leçons de chaque récit. Ces moments renforçaient le lien entre les générations, garantissant que la sagesse du passé guiderait l'avenir. Les festivals étaient le cœur de l'âge d'or. À cette époque, les rues étaient décorées de guirlandes de fleurs et la musique résonnait. Les danseurs, vêtus de robes aux couleurs de la mer, se déplaçaient en cercles gracieux, les marchés regorgeaient de fruits, de pain et de miel sucré. On célébrait le changement des saisons, les récoltes et le calme de la mer. Chaque festival rappelait que la vie était un cadeau à partager. À l'âge d'or, le savoir n'était pas enfermé, mais donné gratuitement. Les enseignants accueillaient toute personne désireuse d'apprendre, quel que soit son âge ou son statut. Les écoles étaient des cours ouvertes, animées par le brouhaha des discussions. Les élèves étudiaient la course des étoiles, les lois des nombres, les pouvoirs curatifs des plantes et les mystères des profondeurs marines. Ils fabriquaient des outils et construisaient des maquettes de navires, imaginant de nouvelles façons de voyager plus loin et plus vite. L'amitié entre les 10 rois maintenait l'unité du pays. Ils privilégiaient la sagesse à l'orgueil et la compassion à la richesse. Aucune voix n'était ignorée, aucun besoin n'était oublié. On disait qu'un étranger pouvait arpenter les rues de n'importe quelle cité atlante sans crainte, trouvant nourriture, abri et bienveillance à chaque tournant. L'âge d'or était une époque où l'île vivait en harmonie avec le monde qui l'entourait. Les habitants croyaient que s'ils prenaient soin de la terre, elle prendrait soin d'eux. Cet équilibre conférait à l'Atlantide sa force, sa beauté et son esprit. Ce fut une époque lumineuse, et son souvenir rayonnerait pendant des siècles, même après que les vagues eurent emporté l'île. Orichalque, le métal de feu de la légende, dans l'histoire de l'Atlantide, il existe un métal spécial qui brille plus fort que l'or. Ce métal s'appelle l'orichalque. Son nom paraît étrange, mais les Atlantes l'utilisaient de multiples façons, belles et puissantes. L'orichalque ne se trouvait pas partout. Il était rare et n'était présent qu'en quelques endroits. Platon, le grec ancien qui a écrit le premier sur l'Atlantide, disait que l'orichalque était le deuxième métal le plus précieux après l'or. Cela signifie qu'il était très précieux. La couleur de l'orichalque était décrite comme rouge et brillante comme le feu. Certains croyaient qu'il émettait de la lumière, même dans l'obscurité. Les bâtiments de l'Atlantide en étaient recouverts. Murs, sols et même toits étaient faits de ce métal. Lorsque le soleil le touchait, toute la ville scintillait. On aurait dit qu'elle brillait de l'intérieur. L'Atlantide ressemblait alors à un lieu sorti tout droit d'un rêve. À l'intérieur du grand temple de Poséidon, l'orichalque était omniprésent. Les murs en étaient tapissés, les piliers en étaient recouverts.
Même la statue géante de Poséidon, chevauchant 6 chevaux ailés, était décorée d'orichalques. Ce temple était le cœur de la cité. En entrant, les visiteurs voyaient l'éclat couleur de feu tout autour d'eux. Cela conférait au lieu une atmosphère magique et puissante. Aujourd'hui, personne ne sait avec certitude ce qu'était réellement l'orichalque. Certains pensent qu'il s'agissait d'une sorte de cuivre mélangé à d'autres métaux. D'autres pensent qu'il s'agissait d'un élément complètement différent, encore inconnu. Certains scientifiques affirment que le terme orichalque était simplement utilisé pour décrire un alliage brillant, peut être comme le bronze. Mais personne n'a trouvé de correspondance parfaite. Il y a longtemps, on a découvert des pièces de monnaie à l'éclat rougeâtre, appelées pièces d'orichalque. Ces pièces étaient frappées sous l'Empire romain. Elles ressemblaient un peu à celles décrites par Platon, mais beaucoup pensent qu'elles n'avaient de similitude que le nom. Il ne s'agissait pas du même métal puissant que celui de l'Atlantide. Certains pensent que l'orichalque possédait une énergie particulière. Ils affirment qu'il pouvait stocker de l'énergie ou donner de la lumière. Ce n'est qu'une idée, mais elle montre à quel point l'orichalque a profondément marqué l'imaginaire. On se demande si les Atlantes possédaient une énergie propre issue de ce métal. Peut-être l'utilisaient-ils pour éclairer leurs maisons, alimenter leurs outils ou soigner les malades. Même si l'orichalque n'existe plus aujourd'hui, il suscite encore l'intérêt de nombreux esprits. Il nous fait réfléchir à ce qui pourrait être possible. La manière dont Platon le décrivait était pleine d'émerveillement. Il souhaitait que l'Atlantide soit perçue comme un lieu plus que simplement riche, aussi avancé et mystérieux. La beauté de l'orichalque ne résidait pas seulement dans son apparence, elle résidait aussi dans l'émotion qu'il procurait aux gens. Voir une cité recouverte de métal rougeoyant aurait rempli d'émerveillement n'importe qui. Les Atlantes en auraient été fiers. C'était un signe de grandeur et de lien avec les religions, parce que l'orichalque est aujourd'hui perdu. Il est devenu un symbole. Il nous rappelle tant de choses que nous ignorons encore. Il nous apprend que le passé recèle peut être des secrets que nous n'avons pas encore découverts. Il nous éveille à la fois curiosité et espoir. Si un métal comme l'orichalque a existé, existe-t-il d'autres merveilles encore cachées dans le monde? De nombreux récits et ouvrages ont parlé de l'orichalque. Certains affirment qu'il servait à construire des machines. D'autres affirment qu'il avait le pouvoir de protéger les gens. Aucune de ces histoires n'est prouvée, mais elle témoigne de la puissance de l'orichalque. Plus qu'un simple métal, c'est un élément de la légende. Alors, quand vous entendez le mot orichalque, pensez à l'Atlantide. Pensez à la lumière qui dansait sur ses murs. Pensez aux hommes qui ont bâti une cité rayonnante. Peut-être qu'un jour, nous découvrirons ce qu'était réellement l'orichalque. D'ici là, il restera un mystère éclatant, issu d'un monde disparu sous les mers. Dans les légendes, l'orichalque était plus qu'un simple matériau. C'était l'élément vital de la beauté et de la puissance de l'Atlantide. On disait que sa lueur était chaude et constante, telle la lumière d'un soleil couchant. Les voyageurs venus de contrées lointaines s'émerveillaient en voyant des bâtiments revêtus de ce métal rouge éclatant. Il n'était pas seulement utilisé pour les temples ou les palais. Même les marchés, les ponts et les portes en portaient les traces. Où que l'on porte le regard, la lueur ardente de l'orichalque semblait accueillir l'homme. Sa rareté en faisait un trésor précieusement gardé. Seuls certains mineurs savaient où le trouver, dans les profondeurs de la terre ou être dans des recoins cachés de la mer. Son façonnage était un secret bien gardé, transmis de maître à apprenti. On raconte que les feux utilisés pour forger l'orichalque brûlaient plus fort que ceux de tout autre métal, nécessitant des outils et un savoir-faire spécifique. Les forgerons atlantes considéraient leur art comme un devoir sacré, convaincus de préserver l'héritage de leur dieu. Certaines histoires affirment que l'orichalque n'était pas simplement extrait du sol, mais extrait de la terre d'une manière qui honorait la nature. Les Atlantes auraient équilibré leur exploitation minière par des rituels de remerciement, veillant à ne pas prélever plus que nécessaire. Cette harmonie entre ressources et respect explique peut-être en partie la prospérité de leur cité pendant si longtemps. Au-delà de ces usages physiques, beaucoup croyaient que l'orichalque avait une signification plus profonde. Le porter en bijoux ou en un petit morceau était censé apporter chance et protection.
Les dirigeants portaient parfois des bracelets d'orichalque lors des réunions du conseil, non pas comme symbole de richesse, mais pour rappeler leur devoir de gouverner avec sagesse. Certains récits suggèrent même que l'orichalque a joué un rôle dans la technologie avancée de l'Atlantide. Il aurait pu être utilisé dans des dispositifs permettant d'exploiter l'énergie du soleil ou de la mer. Certains l'imaginent comme un conducteur de forces mystérieuses, capable de canaliser l'énergie à travers les infrastructures de la cité. Bien que ces hypothèses restent à prouver, elles montrent que la légende de ce métal a dépassé le stade de simple ornement. Lors de la chute de l'Atlantide, l'orichalque disparut avec elle. Les murs étincelants s'assombrirent et le métal coula au fond de l'océan. Depuis, d'innombrables explorateurs rêvent d'en trouver ne serait-ce qu'un infime fragment. Chaque découverte de métal rougeâtre dans des ruines antiques suscite l'enthousiasme, même s'il s'agit d'un objet ordinaire. L'espoir de découvrir un jour du véritable orichalque continue d'inspirer chasseurs de trésors, historiens et rêveurs. Jusqu'à ce que ce jour arrive, l'orichalque reste à la fois un mystère et une promesse. Un rappel qu'il existe peut être encore des merveilles dans ce monde qui attendent que nous les trouvions, tout comme elles attendaient dans les rues brillantes de l'Atlantide. Divine Eyes Watch, Poséidon et le Conseil des religions. Il y a bien longtemps, alors que l'Atlantide était encore pleine de puissance et de fierté, des regards se posaient sur elle. Ce n'étaient pas ceux des rois ou du peuple, c'étaient ceux des religions. Les religions avaient vu l'Atlantide passer d'une terre paisible à un puissant empire. Elles avaient vu les peuples profiter des bienfaits de la terre, de la mer et du ciel. Au début, les religions étaient satisfaites. L'Atlantide avait été créée avec soin et ses habitants vivaient dans le respect. Mais maintenant, les choses changeaient. Poséidon, la religion de la mer, était le protecteur de l'Atlantide. Il avait aimé l'île dès le début. Il avait façonné son territoire, rempli ses rivières et observé ses enfants la gouverner avec soin. Il leur avait fait confiance pour respecter les lois. Il avait espéré qu'ils se souviendraient toujours d'où ils venaient. Mais il voyait maintenant qu'ils l'avaient oublié. Les temples autrefois construits en son honneur étaient désormais vides ou emplis d'orgueil. Les rois, autrefois justes et équitables, ne se souciaient plus que d'or et de pouvoir. Poséidon était triste, mais il ne se mit pas immédiatement en colère. Il attendit, il observa, il écouta les prières qui ne venaient jamais, il observa les peuples qui abandonnaient les anciennes coutumes. Il vit comment les faibles étaient traités. Il vit la montée de la cupidité. Il vit des navires partir non pour le commerce, mais pour le combat. Il vit des statues de rois s'élever plus hautes que des temples. Il comprit que l'équilibre de l'Atlantide était rompu. Poséidon ne pouvait décider seul de la marche à suivre. Il convoqua donc une réunion des religions, un conseil céleste. Les religions de la mer, du ciel, de la terre et même des étoiles se réunirent. Elles formèrent un grand cercle, bien au-dessus du monde, contemplant l'Atlantide. Chaque religion avait sa propre voix. Chacune avait sa propre vision. Elles parlèrent de ce qu'elles avaient vu. Elles partagèrent ce qu'elles ressentaient au plus profond d'elles-mêmes. Certaines religions préféraient attendre. Elles voyaient encore du bon dans le peuple. Elles croyaient que l'Atlantide pourrait retrouver la paix. D'autres étaient inquiètes. Elles voyaient à quel point l'Atlantide était tombée. Elles craignaient que le même orgueil et la même cupidité ne se propagent à d'autres terres. Elles se demandaient si le moment d'agir était venu. Elles se demandaient si la grande cité n'était pas allée trop loin. Poséidon les écoutait tous. Il se souvenait de l'époque où l'Atlantide était encore jeune. Il pensait à Cléito, la mère de ses enfants. Il pensait à Atlas, le premier roi. Il pensait à l'âge d'or où les lois étaient respectées et la paix solide. Mais il voyait aussi la vérité. L'Atlantide n'était plus la même. Le cœur de l'île avait changé. Les religions ne criaient pas. Elles ne se disputaient pas. Elles parlaient d'une voix calme et réfléchie. Elles se souciaient profondément des peuples du monde. Leur choix n'était pas facile. Mais après de longues discussions, elles parvinrent à un accord. L'Atlantide ne pouvait plus poursuivre son chemin. Elle était devenue trop fière, trop avide, trop éloignée de ses racines. Si elle était laissée à elle-même, elle causerait davantage de dégâts. Poséidon, le cœur lourd, accepta sa décision. Il ne le fit pas par haine, mais par tristesse.
Il savait que parfois, les choses doivent s'arrêter pour que quelque chose de nouveau puisse commencer. Il se leva et leva la main. La mer autour de lui s'agita, le vent tourna. Loin en contrebas, l'île d'Atlantis dormait encore, inconsciente de ce qui l'attendait. Le conseil des religions disparut dans le ciel, laissant Poséidon seul avec ses pensées. Il contempla l'île une dernière fois. Il vit les lumières, les tours, les navires. Il revit la beauté d'autrefois et l'ombre qu'elle était devenue. Le temps des avertissements était révolu. L'heure du changement était venue. Ce moment de l'histoire est calme, mais profond. C'est le tournant. C'est là que l'avenir de l'Atlantide fut scellé. Non par la haine, mais par la sagesse. Non par la colère, mais par la tristesse. Les religions avaient observé, attendu et parlé. Maintenant, la mer allait répondre. Et le monde se souviendrait de ce qui arrive quand la grandeur s'égare. Alors que le conseil se dissolvait dans les hauteurs célestes, un silence étrange s'installa autour de Poséidon. Ce n'était pas le silence doux d'un matin paisible, mais un vide lourd, empli de décisions irréversibles. Il savait que le moment à venir changerait non seulement le destin de l'Atlantide, mais aussi la mémoire du monde. Chaque vague qu'il lèverait, chaque souffle de vent qu'il guiderait, serait un pas vers un futur où cette grande cité ne serait plus qu'un souvenir. Il se déplaça lentement à travers les eaux profondes, passant devant récifs et vallées marines, comme s'il cherchait force et clarté dans le cœur même de l'océan. Les créatures marines se tenaient à distance, ressentant l'énergie qui émanait de lui. Ses pensées allaient vers les années passées, aux rires d'enfants courant sur les plages d'Atlantis, aux chants portés par le vent depuis les marchés, aux cloches des temples résonnant sous le soleil couchant. Chaque image était belle, mais teintée d'un voile de mélancolie. Dans les hauteurs, les autres divinités observaient toujours, invisibles aux mortels. Elles savaient que la décision avait été mûrie avec prudence. Aucune joie ne se mêlait à ce verdict. Il s'agissait d'un acte nécessaire, dicté par l'équilibre du monde. Les dieux du ciel notaient les vents changeants, les esprits de la terre sentaient le sol vibrer légèrement, comme un écho anticipant ce qui allait se produire. Pendant ce temps, sur l'île, les habitants continuaient leur vie, inconscients des regards qui pesaient sur eux. Dans les palais, on discutait encore de routes commerciales et de guerres futures. Dans les ports, des navires se préparaient à partir, leurs cales remplies de richesses. Dans les champs, les paysans travaillaient, les yeux tournés vers le sol, ignorant les nuages sombres qui commençaient à se rassembler à l'horizon. Poséidon posa sa main sur la surface de la mer. Les ondes se propagèrent lentement au début, comme un murmure à peine perceptible. Puis, avec chaque respiration du dieu, l'eau se mit à tourner plus vite. Les courants changèrent de direction. Les marées commencèrent à s'élever au-delà de leur rythme naturel. Les cieux répondirent à cet appel silencieux. De lourdes nappes de nuages se formèrent, projetant des ombres sur les tours et les toits d'Atlantis. Ils n'agissaient pas dans la précipitation. Chaque geste était mesuré, chaque signe pensé. Ce n'était pas une punition impulsive, mais une réorganisation de l'ordre naturel. L'océan, la terre et le ciel se préparaient à parler d'une seule voix. Dans les profondeurs, des fissures commencèrent à apparaître sur le plancher marin, libérant des bulles d'air vieilles de siècles. La chaleur jaillissait de certaines crevasses, réchauffant les eaux alentour. Les dauphins et les bancs de poissons fuyaient en masse, formant de grands arcs argentés à la surface avant de disparaître vers le large. Au sommet des montagnes de l'île, les oiseaux se levèrent tous ensemble, tournoyant en formation désordonnée. Les animaux terrestres montraient une agitation inhabituelle, cherchant abri ou s'éloignant des plaines ouvertes. Ces signes passaient inaperçus aux yeux des hommes, mais pour la nature, c'était un appel clair. Le changement était proche. Poséidon leva enfin le trident, et les vents se renforcèrent. Les vagues, d'abord modestes, prirent de l'ampleur, frappant les récifs avec un grondement profond. Les nuages se chargèrent d'électricité, éclairant par instants l'île dans une lumière blanche et froide. Chaque éclair semblait figer l'Atlantide dans un instant éternel, comme pour que le monde puisse en garder l'image avant sa disparition. Au loin, le dieu jeta un dernier regard à l'œuvre de ses enfants. Malgré tout ce qu'il avait vu,
Une part de lui espérait que l'histoire retiendrait non seulement leur chute, mais aussi leur grandeur passée. Puis, avec une détermination calme, il laissa la mer avancer, prête à effacer les routes, les palais et les statues. Ainsi commença le dernier chapitre d'Atlantis, un chapitre écrit non dans les livres, mais dans les vagues, les vents et la mémoire éternelle des dieux. Les premières fissures, la nature se rebelle. Le ciel de l'Atlantide était autrefois toujours calme. Les vents étaient doux, les pluies douces, et les vagues de la mer se mouvaient comme une musique. La terre produisait facilement de la nourriture, et les animaux vivaient en paix. La nature et les habitants de l'Atlantide étaient autrefois amis. Mais ce lien commençait à se rompre. À mesure que les gens devenaient plus fiers et plus insouciants, le monde autour d'eux commença à changer. Cela commença lentement, avec de petits signes annonçant que quelque chose n'allait pas. Mais ces petits signes étaient les premières fissures, les premiers avertissements. Un matin, les agriculteurs remarquèrent que le sol n'était plus aussi fertile. Les cultures, qui avaient toujours été vigoureuses, étaient désormais faibles. Certaines plantes refusaient de pousser. Les pluies, autrefois douces et régulières, commencèrent à tomber selon des rythmes étranges. Parfois, il pleuvait trop. D'autres fois, il ne pleuvait plus du tout. Les saisons ne suivaient plus leur rythme habituel. La terre était désorientée, comme si elle ne savait plus quoi faire. Les animaux commencèrent à se comporter différemment. Les oiseaux qui chantaient autrefois le matin s'envolèrent et ne revinrent plus. Les poissons dans les rivières étaient plus difficiles à trouver. Même les abeilles cessèrent de bourdonner près des fleurs. Au début, les gens ne comprirent pas. Ils pensèrent que c'était juste un coup de malchance ou un coup de chance. Mais les signes continuèrent à apparaître. Le ciel devint plus gris. Les vents forcirent. La mer, autrefois calme et pleine de vie, commença à s'agiter. De fortes vagues commencèrent à déferler sur la côte. Les navires, autrefois faciles à naviguer, luttaient désormais contre la marée. Les pêcheurs revenaient les filets vides. Les bateaux étaient endommagés. Les ports commencèrent à être inondés sans prévenir. On se murmurait que la mer était en colère. Pourtant, beaucoup préféraient l'ignorer. Ils pensaient pouvoir y remédier avec plus d'énergie, plus d'or ou des murs plus hauts. Les tremblements de terre furent le signe suivant. Au début, ils furent légers, comme une douce secousse sous les pieds, mais ils s'intensifièrent. Les bâtiments commencèrent à se fissurer, les statues tombèrent de leur socle, le sol se fendit là où il avait toujours été ferme, l'eau jaillit de terre à des endroits où elle n'avait jamais été. La terre semblait crier. Elle n'était plus paisible. Elle s'élevait, se brisait, se déplaçait. Dans les montagnes, des rochers commencèrent à tomber. Dans les vallées, des inondations sans pluie arrivèrent. Les gens commencèrent à ressentir de la peur. Ils se souvinrent de vieilles histoires, des avertissements de leurs aînés, des récits sur l'équilibre et la colère des religions. Certains commencèrent à se poser des questions. Étaient-ils allés trop loin? Avaient-ils trop pris à la terre sans rien donner en retour? Mais les dirigeants de l'Atlantide gardaient leur fierté. Ils croyaient pouvoir contrôler le monde. Ils construisirent des murs plus solides, des tours plus hautes et des canaux plus profonds. Ils tentèrent d'arrêter la mer, mais elle ne les écouta pas. Ils tentèrent de calmer la terre, mais elle n'attendit pas. La nature, longtemps silencieuse, avait désormais trouvé sa voie. Des incendies commencèrent à se déclarer là où le soleil était absent. De la fumée s'échappait des fissures du sol. D'étranges odeurs emplissaient l'air. Des arbres centenaires commencèrent à tomber. L'équilibre terrestre était rompu, et le monde réagissait. La nature n'était pas en colère comme les humains. Elle faisait simplement ce qu'elle devait pour se rétablir. Les habitants d'Atlantis avaient vécu si longtemps dans le confort qu'ils ne voyaient pas le danger. À présent, les fissures du sol correspondaient aux fissures de leur cœur. Le monde qu'ils avaient bâti commençait à s'effondrer, un morceau à la fois. Et bien que les signes étaient clairs, ils avaient attendu trop longtemps pour les écouter. Ces premières fissures n'étaient pas la fin, mais elles marquaient le début de quelque chose de plus grand. La terre avait commencé à changer, la mer avait commencé à monter, le ciel s'était assombri, la nature n'était plus leur servante, elle était devenue un avertissement, un message annonçant que quelque chose allait arriver,
quelque chose qu'il ne pourrait plus arrêter. Les signes avant-coureurs devenaient impossibles à ignorer. Chaque semaine apportait un événement nouveau et inhabituel. Les rivières, autrefois paisibles, devenaient boueuses et rapides, creusant leurs propres berges. L'air était âcre, chargé d'odeurs de cendres et de sel. Les agriculteurs retrouvaient leurs champs jonchés de pierres étranges poussées du sol, comme si la terre elle-même se retournait. Les nuits devenaient agitées. Les étoiles, toujours stables, semblaient s'estomper derrière une brume qui persistait pendant des jours. Le clair de lune se reflétait étrangement à la surface de l'océan, se déplaçant et se tordant comme si l'eau cachait des formes juste en dessous. Les animaux se déplaçaient avec agitation, laissant derrière eux des forêts désertes et des rivages silencieux. Les gens se rassemblaient sur les places de marché, parlant à voix basse, le regard scrutant l'horizon à la recherche de nouveaux signes. Les plus âgés secouaient la tête, se souvenant d'anciennes prophéties annonçant un jour où le monde retrouverait son équilibre. Malgré la tension, la vie continuait de suivre son cours. Les bateaux quittaient encore les ports, les enfants jouaient dans les rues et les cloches résonnaient encore dans les temples. Pourtant, sous chaque sourire et chaque pas animé, une vérité tacite subsistait. L'Atlantide était au bord d'une tempête qui avait déjà commencé. Où est l'Atlantide? Un jeu de cache-cache mondial. Depuis des millénaires, la même question se pose. Où se trouve l'Atlantide? Certains la situent au plus profond des mers. D'autres pensent qu'elle n'a jamais vraiment existé. Mais beaucoup croient qu'elle a existé et qu'elle est toujours là, cachée, attendant d'être découverte. La quête de l'Atlantide s'apparente à un jeu de cache-cache géant pratiqué partout dans le monde. Les chercheurs ont exploré les océans, les déserts, les montagnes et même les glaces. Chaque lieu de recherche apporte de nouvelles idées, de nouveaux indices et davantage de mystères. L'histoire de l'Atlantide commence avec un homme nommé Platon. C'était un sage penseur de la Grèce antique. Il écrivit que l'Atlantide était une grande île au-delà des colonnes d'Héraclès, aujourd'hui connue sous le nom de détroit de Gibraltar. Il affirma que l'Atlantide était plus vaste que la Libye et l'Asie réunies. Il parla d'un lieu riche et puissant qui s'enfonça dans la mer en un jour et une nuit. Beaucoup pensent qu'il racontait une histoire vraie. D'autres pensent qu'il ne faisait que partager une leçon sur l'orgueil et le pouvoir. Certains pensent que l'Atlantide se trouve au fond de l'océan Atlantique. Ils pensent que le nom Atlantis sonne comme Atlantique pour une raison. Ils disent que certaines parties du fond océanique ressemblent à des cités englouties avec des formes trop parfaites pour être naturelles. Des plongeurs ont découvert d'étranges rochers, lignes et murs sous l'eau. Mais personne n'a encore trouvé quoi que ce soit qui puisse prouver qu'il s'agit de l'Atlantide. D'autres pensent qu'il pourrait se trouver près de l'Espagne. Dans les marais du sud de l'Espagne, des images satellites ont montré des formes rondes ressemblant aux anneaux décrits dans les écrits de Platon. Certains chercheurs pensent que cette région a été autrefois frappée par de grandes inondations et que le terrain s'est lentement affaissé au fil du temps. Cette hypothèse est devenue populaire, mais elle n'est toujours pas prouvée. Une autre hypothèse est que l'Atlantide se trouve sous l'Antarctique. Autrefois, la Terre y était peu, être très différente. Certains pensent qu'un grand bouleversement terrestre a déplacé le continent jusqu'à son état actuel, le recouvrant de glace. Si l'Atlantide est cachée sous le sol gelé, elle pourrait ne jamais être découverte. La glace est trop épaisse et la terre trop froide pour être facilement fouillée. Certains pensent également que l'Atlantide pourrait se trouver dans les Caraïbes. Ils affirment que les mers chaudes et les nombreuses îles constituent un lieu idéal pour une cité perdue. Certains pensent que les Bahamas, notamment près d'un endroit appelé la route de Bimini, recèlent des indices. Des pierres sous-marines en forme de route ou de mur y ont été découvertes. Elles semblent artificielles, mais personne n'en est certain. Certains pensent que l'Atlantide ne se trouvait pas du tout dans l'océan. Ils pensent qu'elle se trouvait au milieu du désert. Dans un endroit appelé l'œil du Sahara, on trouve une forme naturelle faite d'anneaux qui ressemble à la description de Platon. Elle est grande, ronde et très ancienne. Serait-ce cet endroit? Certains disent oui, d'autres non. Le mystère demeure. Certains pensent même que l'Atlantide était un lieu multiple, et non un seul.
Ils croient que l'histoire de l'Atlantide était un mélange de souvenirs de différentes contrées, confrontées à de grandes inondations ou à des catastrophes. Au fil du temps, ces récits ont fusionné pour former la légende que nous appelons aujourd'hui l'Atlantide. Où que l'on regarde, la quête de l'Atlantide continue. C'est un mystère qui perdure depuis plus longtemps que n'importe quel empire. Il rassemble rêveurs, scientifiques et explorateurs. Chacun espère être celui qui dira enfin « Je l'ai trouvé ». Mais peu, être que le véritable trésor réside dans le voyage. La quête elle-même nous pousse à réfléchir, à imaginer et à découvrir le monde. Alors, où est l'Atlantide? Peu, être-elle sous la mer? Peu, être sous le sable? Peu, être perdue à jamais? Ou peut être, juste peut être, attend-elle d'être retrouvée par quelqu'un qui y croit encore? En attendant, le jeu de cache-cache continue. Et chaque indice, chaque supposition entretient la légende. Certains chercheurs modernes utilisent aujourd'hui des technologies avancées pour poursuivre cette quête millénaire. Des sonars de haute précision balayent les fonds marins à la recherche de structures géométriques. Des drones sous-marins filment des zones jusque-là inaccessibles, révélant des paysages étranges sculptés par le temps et les courants. Les images satellites scrutent les continents et les mers, cherchant des motifs ou des alignements invisibles depuis la surface. Chaque avancée technologique apporte de nouvelles possibilités, mais aussi de nouvelles questions. Des équipes interdisciplinaires combinent l'archéologie, la géologie et l'histoire pour interpréter les indices. Les géologues examinent les couches de sédiments afin de repérer des traces d'anciens cataclysmes marins. Les archéologues comparent les artefacts retrouvés dans différents sites à travers le monde, cherchant des similitudes de style ou de matériaux. Les historiens réexaminent les écrits anciens, traduisant et confrontant les textes pour identifier des détails qui auraient pu être négligés. Parfois, la recherche ne mène pas à des ruines, mais à la découverte d'anciennes civilisations inconnues. Certaines cités oubliées, révélées dans des deltas ou sous des plaines inondées, prouvent que de grands centres urbains ont bien pu disparaître rapidement sous l'effet de catastrophes naturelles. Ces découvertes entretiennent l'idée qu'un lieu comme l'Atlantide pourrait avoir existé, même si son nom et son histoire se sont transformés au fil des siècles. Dans certaines communautés insulaires, des légendes parlent encore de terres englouties visibles par temps clair, juste sous la surface. Des pêcheurs racontent avoir aperçu des formes régulières au fond, comme des marches ou des murs. Ces témoignages, bien que non vérifiés scientifiquement, inspirent les explorateurs qui voient dans ces récits la continuité d'une mémoire collective très ancienne. La quête de l'Atlantide dépasse désormais la simple recherche d'un site précis. Elle touche à des questions plus vastes sur la manière dont les sociétés naissent, prospèrent et disparaissent. Elle interroge notre rapport à la nature, notre capacité à prévenir les désastres et à préserver l'équilibre. Elle rappelle que la grandeur d'un peuple ne garantit pas sa survie face aux forces du monde. Les artistes et écrivains se sont emparés de ce mythe pour créer des œuvres qui nourrissent encore plus l'imagination collective. Des romans, des films, des peintures et même des jeux vidéo ont donné leur propre vision de cette cité légendaire, contribuant à multiplier les images que nous associons à l'Atlantide. Chaque version, qu'elle soit fidèle à Platon ou complètement réinventée, ajoute une couche au mythe. Les débats continueront probablement encore longtemps. Pour certains, l'Atlantide est un souvenir réel, un chapitre effacé de l'histoire humaine. Pour d'autres, c'est un récit moral, inventé pour transmettre des leçons sur la vanité et l'excès. Quelle que soit la vérité, ce qui est certain, c'est que la légende a survécu grâce à la fascination qu'elle inspire et aux recherches qu'elle suscite. Tant que des gens continueront à se demander « et si elle existait vraiment ?», le jeu de cache-cache ne prendra pas fin. Et peut être qu'un jour, dans un recoin encore inexploré du monde, quelqu'un posera le pied sur un sol oublié et reconnaîtra les traces d'un passé que l'on croyait perdu à jamais. Ce jour-là, le mystère de l'Atlantide ne sera être pas résolu. Mais il prendra un nouveau visage, mêlant découverte et émerveillement. L'Atlantide dans les archives. La chasse sans fin de l'archéologie. L'archéologie est l'étude des lieux anciens, des cités perdues et des peuples anciens. Les archéologues sont de véritables détectives. Ils creusent la terre à la recherche de fragments du passé. Ces fragments peuvent être des peaux brisées, de vieux outils, des murs ou des ossements.
Ils utilisent ces indices pour comprendre comment les gens vivaient autrefois. L'Atlantide est un mystère qui fait rêver de nombreux archéologues. Pendant des siècles, ils ont cherché des preuves de l'existence de cette cité perdue. L'histoire de l'Atlantide les a conduits dans des déserts, des îles et même au fond des mers. L'histoire de l'Atlantide nous vient de Platon, qui vivait dans la Grèce antique. Il a décrit une île puissante au sol fertile, aux métaux brillants et aux temples majestueux. Il la disait plus vaste que bien des terres et peuplée d'une population intelligente et courageuse. Mais un jour, tout a été englouti par la mer. Depuis, on se demande si Platon parlait d'un lieu réel ou s'il racontait simplement une histoire. Les archéologues espèrent trouver la preuve que l'Atlantide n'était pas seulement un conte, mais un lieu qui se dressait réellement sur Terre. Au fil du temps, de nombreux lieux ont été évoqués comme étant le berceau de l'Atlantide. Certains chercheurs se sont penchés sur la Grèce. Ils ont pensé que l'île de Santorin, autrefois appelée Terra, correspondait au dire de Platon. Un immense volcan avait détruit cette île il y a longtemps. Des bâtiments ont été retrouvés ensevelis sous les cendres. L'art et les outils étaient toujours là, presque comme si le temps s'était arrêté. Mais personne ne pouvait affirmer avec certitude qu'il s'agissait de l'Atlantide. D'autres archéologues ont mené des recherches en Espagne. Au sud, près d'un lieu appelé Doñana, d'étranges formes rondes ont été découvertes dans le sol. Elles ressemblaient aux anneaux décrits par Platon. Certains pensent que ces anneaux faisaient autrefois partie d'une cité. Mais la mer les avait recouverts il y a longtemps, et ce qui en restait était enfoui sous la boue. Des chercheurs ont étudié la zone à l'aide de caméras et d'outils spéciaux. Ils ont découvert d'anciennes routes et des traces de bâtiments. Pourtant, rien ne prouvait clairement qu'il s'agissait de la cité perdue. Certains ont fouillé sous l'océan près des Bahamas. Ils ont trouvé de longues pierres plates dans l'eau. Ces pierres ressemblaient à des routes ou à des murs. L'endroit s'appelait la route de Bimini. Certains pensaient qu'elle avait été creusée par l'homme il y a longtemps. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'une forme rocheuse naturelle. À ce jour, les avis divergent. Mais le mystère continue de hanter les archéologues. Dans le désert du Sahara, il existe un lieu appelé l'œil du Sahara. C'est une grande forme ronde vue du ciel. Ces cercles rappellent ceux du récit de Platon. Certains chercheurs pensent qu'il s'agissait être d'une ville avant que le désert ne la recouvre. Mais l'eau y est rare aujourd'hui et l'exploration est difficile. Pourtant, sa forme suscite l'intérêt. Les archéologues utilisent de nombreux outils pour leurs recherches. Ils utilisent des cartes, des livres et des ordinateurs. Ils étudient les histoires anciennes et les comparent à la réalité terrestre. Ils utilisent également des satellites pour observer les lieux d'en haut. Parfois, ils envoient des robots en mer. Ces robots prennent des photos et scrutent le sol. Chaque élément trouvé les aide à en apprendre davantage. Malgré toutes les fouilles et recherches, l'Atlantide n'a toujours pas été retrouvée. Aucun bâtiment en or, aucun temple géant, aucune statue perdue n'ont été retrouvés qui correspondent à l'histoire complète. Mais cela n'a pas arrêté la chasse. Chaque année, de nouvelles idées et de nouveaux outils redonnent espoir aux archéologues. La quête ne se limite pas à trouver l'Atlantide. Il s'agit aussi de comprendre comment les hommes vivaient, voyageaient et construisaient leur ville autrefois. Certains archéologues pensent que l'histoire de l'Atlantide pourrait être un mélange d'événements réels. Des inondations, des tremblements de terre et des cités perdues auraient contribué à la créer. Au fil du temps, l'histoire a pu s'étoffer, des éléments se sont ajoutés et la légende est devenue plus vraie que nature. Mais même si l'Atlantide n'était qu'une histoire, les recherches ont permis de découvrir de nombreux lieux réels. Des cités perdues ont été découvertes sous le sable, sous la cendre et même sous la mer. L'archéologie continue donc. Le travail est lent et minutieux. Il demande du temps et de la patience, mais l'espoir est grand. Peut-être qu'un jour, un petit indice mènera à quelque chose de grand. Peut-être qu'un jour, l'Atlantide sera plus qu'une légende. D'ici là, les archéologues continueront de creuser, d'étudier et de rêver. Le mythe qui ne coule pas, l'histoire de l'Atlantide est l'une des plus anciennes et des plus célèbres au monde. Elle est racontée depuis plus de 2000 ans. Elle commence avec un homme nommé Platon, un grand penseur de la Grèce antique.
Il décrit une île puissante, riche en richesse, en sagesse et en beauté. Il y décrit de magnifiques édifices, un peuple fort et des lois pacifiques. Mais un jour, par orgueil et cupidité, l'Atlantide sombre dans la mer. Ce fut la fin de l'île, mais ce n'était que le début de la légende. Depuis, l'histoire de l'Atlantide n'a jamais disparu. Partout dans le monde, des gens en ont entendu parler. Certains la croient réelle, d'autres pensent qu'il s'agissait simplement d'une histoire porteuse d'un message. Mais quelle que soit leur croyance, l'histoire perdure. Elle se transmet à travers les livres, les films, les chansons et les rêves. L'Atlantide est devenue plus qu'un lieu, c'est une idée, c'est un mystère. C'est l'espoir que quelque chose de perdu puisse un jour être retrouvé. De nombreuses personnes ont tenté de trouver l'Atlantide. Elles l'ont cherché sous la mer, dans les déserts et même dans la glace. Elles ont utilisé des outils, des cartes et de vieux livres. Certains la pensent près de l'Espagne, d'autres la croient sous les eaux de l'océan Atlantique. Quelques-uns la croient même enfouie sous les sables du Sahara. Personne ne l'a encore trouvée, mais cela n'arrête pas les recherches. On aime les mystères, et l'Atlantide est le plus grand de tous. Cette histoire nous touche profondément. Elle évoque une époque où les gens vivaient en paix et en équilibre, une époque où ils possédaient le savoir et le pouvoir, mais en faisaient bon usage. Elle nous met également en garde contre ce qui peut arriver lorsque l'orgueil et la cupidité prennent le dessus. C'est pourquoi cette histoire est toujours racontée. Elle nous enseigne une leçon mais suscite aussi l'émerveillement. Elle nous montre le meilleur et le pire de ce que l'on peut devenir. Même les enfants connaissent le nom d'Atlantide. On la retrouve dans les dessins animés, les jeux et les manuels scolaires. On la représente souvent comme une cité pleine de lumière, de magie et de trésors. On l'imagine avec de hautes tours, une eau cristalline et des rues dorées. Même si nous ignorons à quoi elle ressemblait, nous pouvons tous la visualiser. C'est là le pouvoir des histoires. Elles évoluent et changent, mais restent vivantes. Certains pensent que l'Atlantide est un mélange de nombreuses histoires du monde entier. On dit que de nombreux peuples anciens ont parlé de déluge et de terre perdue. Peut être que toutes ces histoires n'en formaient plus qu'une. Peut-être Platon a-t-il repris ces vieux récits et les a transformés en l'histoire que nous connaissons aujourd'hui. Même si c'est vrai, cela ne fait que renforcer la légende. Cela signifie que de nombreuses personnes, en de nombreux endroits, ont éprouvé la même peur et le même émerveillement face à la mer et à la terre. D'autres croient que l'Atlantide reste à découvrir. Ils la croient sous l'eau, cachée mais intacte. Ils pensent qu'elle recèle des secrets sur qui nous sommes et d'où nous venons. Ils disent que si nous la découvrons, nous pourrions aussi découvrir de nouvelles connaissances, une sagesse ancestrale et une meilleure façon de vivre. Cette croyance redonne espoir. Elle nous incite à regarder plus profondément, à écouter plus attentivement et à rêver plus grand. Le nom d'Atlantide est devenu partie intégrante de notre monde. Nous donnons son nom à des navires, des villes et même des projets spatiaux. Il symbolise la grandeur, le mystère et l'inconnu. Même si l'on dit que l'île a disparu, son esprit est omniprésent. Il flotte dans les histoires que nous racontons, les lieux que nous imaginons et les questions que nous posons. Il n'a jamais vraiment sombré. Il a émergé dans nos cœurs et nos esprits. C'est pourquoi l'Atlantide est un mythe qui ne sombrera pas. Elle est trop chargée de sens, elle est trop riche d'émerveillements, elle est trop profonde de questions. Qu'elle ait été réelle ou non, elle compte. Elle compte parce que nous en parlons encore. Nous en rêvons encore. Nous en tirons encore des leçons. Au final, l'Atlantide n'a peut-être jamais été qu'un lieu. Peut-être était-elle un miroir qui nous montre le meilleur et le pire, notre ascension et notre chute, nos rêves et nos avertissements. Et tant que nous nous interrogeons sur l'Atlantide, nous nous interrogeons aussi sur nous-mêmes. C'est pourquoi l'histoire ne sera jamais perdue. C'est pourquoi elle sera toujours racontée. L'île a peu être disparue, mais la légende flotte toujours, silencieuse, forte et rayonnante, juste sous la surface du temps.